Alors donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez importante, comme je l'ai précisé déjà antérieurement. Résilience en affaires, la clé du succès. C'est le thème donc de la thématique du jour. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la 4e messe entrepreneuriale, comme nous avons pour habitude de l'appeler, à la Startup Academy, mais cette fois, elle est exclusivement digitale pour les personnes qui n'ont pas l'opportunité de venir dans nos différents sièges de la Startup Academy à Yaoundé, à Douala, ou encore à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le thème, je le rappelle, résilience en affaires, la clé du succès. Avant qu'on ne puisse commencer immédiatement avec le thème, je vais vous recommander encore une fois de plus, de partager le direct pour permettre à de nombreuses personnes de pouvoir en bénéficier. 2, d'identifier en commentaire des personnes qui pourraient être intéressées par rapport à la thématique du jour. Et 3, de vous présenter en commentaire. Ou tout simplement de faire ce que je vous recommande toujours de faire durant nos messes entrepreneuriales. Peut-être si vous n'avez pas la certitude de pouvoir suivre le direct jusqu'à la fin, de mettre en commentaire « Je suis intéressé » parce que comme tous les directs, à la fin, je vais vous proposer une offre qui pourra vous intéresser. Et si vous souhaitez immédiatement être contacté pour pouvoir bénéficier de cette offre, vous écrivez en commentaire « Je suis intéressé ». Vous pouvez aller en inbox, nous écrire, nous donner vos coordonnées afin qu'on puisse vous contacter. Ou tout simplement, contacter les numéros de téléphone que je vais laisser en commentaire ou alors même les liens qui vous permettront de remplir nos différents formulaires. Et à la fin du direct, vous allez être contacté afin de pouvoir en bénéficier. Donc avant qu'on ne commence avec la thématique du jour, bien évidemment, il faudrait pouvoir définir les thèmes. Comme je le disais, le thème du jour, c'est résilience en affaires, la clé du succès. Ici, le thème le plus important, ou plutôt le mot-clé le plus important, c'est résilience. Parce que en affaires, je suis certain que la plupart d'entre vous, soit vous avez déjà une affaire, soit vous avez un business, soit vous pratiquez une activité, peut-être vous vendez des produits, vous proposez des services, vous avez une entreprise, vous êtes un chef d'entreprise, un entrepreneur. Donc, sur ce point, je n'ai pas besoin d'entrer profondément en détail parce que vous savez déjà de quoi il s'agit. Ou alors, de toutes les manières, vous avez une idée de business que vous souhaitez lancer. La clé du succès, forcément, tout le monde la recherche. Et cette clé, c'est une clé que moi aussi je recherche. C'est une quête permanente. Comme je le dis dans mon livre, Le prix de la réussite. Le succès, ou plutôt la réussite, n'est pas une destination, mais c'est un chemin. Chaque jour, on travaille pour pouvoir atteindre ce chemin-là, en fait, qui est une destination sans fin, parce que c'est un processus permanent et dynamique. Donc aujourd'hui, je vais juste te montrer comment est-ce que la résilience a un impact important dans cette démarche qui nous conduit vers ce chemin qui est dans le succès et qui n'est pas une destination finale comme si on prenait un bus ou alors un avion qui nous conduirait en France, aux États-Unis, au Togo, au Burkina Faso, etc. Donc on va principalement se concentrer sur un des facteurs de la réussite, un des facteurs du succès et dont on n'en parle pas suffisamment et je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'appelle la résilience. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est que la résilience? Si vous avez une idée de ce que c'est que la résilience, écrivez en commentaire ce que vous pensez ou alors comment est-ce que vous concevez la résilience. Pour vous, la résilience, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que la résilience? Lorsqu'on parle de résilience, comme je le rappelais, le thème du jour, c'est résilience en affaires, : la clé du succès. Pour vous, la résilience, c'est quoi? Vous êtes dans les affaires, peut-être depuis longtemps. Vous venez de vous lancer, vous souhaitez vous lancer. Mais aujourd'hui, on va parler de la résilience. Résilience, ça fait référence à quoi exactement? Si quelqu'un a une idée, il nous dit en commentaire. Alors, il y a monsieur Yann qui dit « Prendre les obstacles de la vie du bon côté ». D'accord? Chantal nous dit « Résister au choc ». D'accord. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Pour vous, c'est quoi la résilience? Lorsqu'on parle de résilience, on fait référence à quoi? Il y a Nyanga qui dit « Capacité à s'adapter à une situation ». Il y a Première qui dit « La résilience est la capacité de ne pas laisser tomber, d'être fort dans la tête, quels que soient les obstacles. » Il y a Chazali qui dit « Bonjour, il nous suit depuis N'Djamena, merci beaucoup. » Nous avons Ndao qui dit « C'est l'adaptation. » Laetitia, comment tu vas Laetitia? Ça fait longtemps. Capacité à être focus sur nos objectifs malgré les difficultés. Nous avons K qui nous dit « C'est le fait d'être persévérant. » Motivation et entrepreneuriat qui nous dit « La résilience, c'est le fait de se relever quand on tombe. »
Ghislain qui nous dit c'est fait avec les difficultés. Marc qui dit un mot, persévérer. William, la capacité à se réadapter à tout type d'aléas qui puisse arriver dans un environnement. Océane, c'est la capacité de surmonter les difficultés. Nous avons Serge qui dit tu es un vrai leader. Merci beaucoup, mon frère. Je ne sais pas si je le suis vraiment, mais merci. Nous avons Pierre qui dit c'est-à-dire malgré les difficultés, vous devez rester positif. Nous avons Enoch qui dit la résilience, c'est la capacité d'un corps ou d'un organisme à s'adapter à une situation après avoir subi un choc. Nous avons Jean-Ernest qui dit accepter ce qui est et s'adapter. Nous avons Yva Gérard qui dit résister aux épreuves. Tony, je peux comprendre par la résilience comme la capacité de se relever après une chute. Guessant qui dit le fait de continuer à travailler malgré les obstacles. Nous avons Lucrèche qui dit capacité à s'adapter à toutes les situations. Julio, rester objectif, peu importe les difficultés. Ghislain, naviguer dans la carte des difficultés. Alors, on va s'arrêter là parce que s'il faudrait lire tout ce que vous écrivez de très pertinent, ça prendrait tout le direct. Mais une chose revient quand même de manière cohérente dans pratiquement toutes vos réponses. On a le fait de résister aux épreuves. On a le fait de ne pas pleurer comme quelqu'un vient de le dire là tout de suite. On a le fait de surmonter les chocs, surmonter les difficultés, se réadapter. En réalité, vous avez tout dit. En réalité, c'est ça la résilience. La résilience, c'est tout simplement cette capacité que nous avons à résister au choc. La résilience, pour faire simple, c'est notre capacité à résister au choc. Et quand on parle de choc, ce sont les chocs de toute nature. Quelle est votre capacité à résister au choc? Lorsque j'ai dit cela, il faudrait maintenant qu'on puisse voir résister et choc pour savoir exactement à quoi est-ce qu'on voudrait faire référence. Résister au choc. C'est d'abord quoi résister? Lorsqu'on dit résister, qu'est-ce que ça signifie? Pour vous, c'est quoi résister? Parce que la résilience, pour faire simple, c'est notre capacité à résister au choc de toute nature. Et lorsqu'on parle de résilience dans le monde des affaires, ça veut dire que les chocs auxquels vous seriez confrontés, vous devez avoir une capacité à pouvoir résister à ces différents chocs. Mais maintenant, c'est quoi résister? Résister signifie faire quoi exactement? Lorsqu'on dit résister, notre capacité à résister, ça veut dire qu'il faut faire quoi? C'est le fait de franchir toutes sortes d'obstacles, rien que pour atteindre vos objectifs à moyen et à long terme. Persévérer, persister, oui. S'opposer à une réalité qui n'est pas désirée. Oui, ça c'est Anselme qui le dit. Faire face à toutes les difficultés, peu importe les circonstances. Alors, il y a Ismaël qui dit prendre les difficultés avec bonne philosophie, garder le sang-froid pour surmonter et réadapter soi-même les affaires. D'accord? Il faut être stoïque, comme le dit Dao. Faire preuve de résistance vis-à-vis d'une difficulté. Le fait de pouvoir faire face à tout ce qui peut arriver. Mais quand vous dites que le fait de pouvoir faire face à tout ce qui peut arriver là, je vais prendre un cas de figure. Si quelqu'un vient se placer devant vous avec l'arme et il veut tirer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient, il se place devant vous et il veut en finir avec vous. Il a l'arme à main. Vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous faites? Dans ce cas, résilience signifie faire quoi? Vous avez un adversaire en face de vous. Il a l'arme en main. Vous n'avez rien. Vous n'avez même pas de rien, même pas de matériel, même pas de machette, rien. Il veut vous abattre. Il a déjà chargé, il a déjà tiré une fois par terre. Maintenant, il s'apprête à tirer sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas de figure? Est-ce que vous plongez sur lui? Est-ce que vous essayez de bloquer les balles? Est-ce que vous essayez de disparaître? Il y a Yann qui dit que je m'allonge. Il y a Ghislain qui dit que j'esquive. Esquiver là, c'est un dessin animé ou c'est dans la réalité? Il
Il y a Jean-Ernest qui dit je fuis ou je négocie. Il y a Ahmed qui dit je fuis. Il y a Yannick qui dit je fuis aussi. Il y a Priscille qui dit là il faut fuir. Hein? Il y a Eros qui dit il faut se défendre. Il faut se défendre comment? Il faut être un peu plus détaillé là s'il vous plaît. Se défendre là c'est en faisant quoi exactement? J'ai envie de comprendre. Ne pas céder, qu'importe l'épreuve. Oui, là, il y a l'arme devant toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu dis ne pas céder, ça veut dire que face à l'arme, il faut faire quoi? Je fais de la négociation commerciale. Ah bon, hein? On te dit que quelqu'un a une arme chargée, il vient de tirer au sol. Il s'apprête à tirer sur toi. La négociation, là, ça se passe comment? Il faut coopérer, voire négocier s'il le faut. D'accord? Chercher un refuge. Moi, ce qui me plaît dans les réponses, parce qu'il faut être sincère, parce que quand on parle de résilience, parfois, les gens ont l'impression que cela signifie être un super guerrier, être comme dans les séries télévisées, être un héros de manga. Ça veut dire que quand quelqu'un a l'arme, tu vas essayer de plonger sur lui, l'arrêter, neutraliser sa main. Vous voyez, c'est à cause de ça que nos cimetières sont pleins. C'est à cause des actions de ce type qu'on a des cimetières pleins. On a des personnes qui, face à certaines réalités, ont perdu la raison. Et parfois n'ont pas été capables de poser l'action la plus logique. Parfois, être résilient, c'est fuir aussi. C'est ce qu'on ne veut pas souvent dire. Être résilient, c'est parfois regarder le choc. Et se dire que non, le choc, s'il est trop violent, je ne peux pas affronter ça. Et vous fuyez. Fuir, c'est une manière aussi d'être résilient. Être résilient ne veut pas forcément dire que vous allez aller au corps à corps jusqu'à mourir. Non. C'est être con, surtout lorsque tu as évalué le choc et tu t'es rendu compte que ce choc, tu ne peux pas y faire face. En tout cas pour le moment. Donc tu ne peux pas te permettre comme ça spontanément d'affronter un choc dont tu es certain que tu ne peux pas y faire face. C'est comme si tu es dans ta maison, on te dit qu'il y aura un tsunami. Et on te fait comprendre que tu es dans un endroit où c'est une zone rouge. Ça veut dire que le tsunami va forcément passer par ta maison. Et au lieu de sortir rapidement pour fuir, tu dis que non, je dois être résilient face à tout obstacle, face à toute difficulté. Je dois pouvoir amortir le tsunami, tu vois. C'est pour ça que les cimetières sont pleins. Les cimetières sont pleins parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru qu'être résilient, c'est toujours affronter tous les chocs, affronter tous les obstacles. Et pour eux, affronter, ce n'est que se battre. Ce n'est que faire le corps à corps. Ce n'est que vouloir montrer que nous aussi, on est fort, on est puissant. Non, parfois, être résilient aussi, c'est fuir. Parfois, être résilient, c'est de prendre l'obstacle comme ça, de regarder. De dire que non, l'obstacle, c'est trop puissant, c'est trop dangereux. Et je n'ai pas encore toutes les ressources qui me permettent actuellement de faire face à cet obstacle. Donc, je fuis. Donc, je n'affronte pas de manière directe cet obstacle. Je vais d'abord aller me préparer. Je vais d'abord me mettre en sécurité. Et quand j'aurai pris du temps d'analyser de manière approfondie cet obstacle, je pourrais peut-être ultérieurement revenir l'affronter, même de manière subtile. Ça veut donc dire qu'il y a une dimension à prendre en compte. C'est l'évaluation du choc en question. Vous ne pouvez pas affronter un choc que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas prendre sur vous d'aller frontalement face à un choc que vous n'avez pas suffisamment analysé. Juste parce que sur Internet, un coach vous a dit qu'il faut être résilient. Qu'il faut affronter tous les obstacles, qu'il faut se battre face aux épreuves. Non, il y a des épreuves auxquelles la seule chose à faire, c'est de fuir en fait. C'est de fuir. C'est de les éviter. C'est de les contourner. C'est de faire comprendre même au choc en question que tu n'es pas un ennemi, que vraiment tu le respectes. Tu ne veux même pas les problèmes. Parfois, il faut le faire. Parce qu'en voulant affronter de manière directe, c'est un choc. En croyant que vous êtes résilient, en croyant que c'est ce qu'il faut faire, parfois vous vous êtes retrouvé dans des problèmes irréversibles, dans des problèmes dans lesquels vous avez déjà franchi une ligne et voilà, on appelle cela le point de non-retour et c'est terminé. Et il n'y a
aucun mérite à cela. C'est de la bêtise tout simplement. Moi j'aime souvent dire, un courageux, ce n'est pas celui qui voit le feu et il plonge à l'intérieur en disant que je suis courageux. Je vais plonger dans le feu, arrêter les braises et éteindre. Non. Un courageux, ce n'est pas celui qui voit un poteau qui est tombé avec des courants qui sont en train de traîner au sol. Et il se dit vraiment, je suis quelqu'un de courageux. Je vais aller arrêter les fils là pour neutraliser et empêcher que cela ne puisse se propager. Non. Parfois le courage, c'est aussi se mettre en sécurité. Parfois le courage, c'est faire un repli stratégique comme Monsieur Amayero vient de le dire. Parfois c'est ça le courage. Tu fais un repli, tu analyses encore pour te demander ce truc-là, comment est-ce qu'il faut faire. Parfois le courage, c'est appeler les secours. Ça veut dire, tu vois une situation, tu vois un choc. Tu appelles les secours, que vraiment, je viens de voir quelque chose là, c'est chaud. Venez vite, courez. Parfois, c'est même fuir, aller prendre les secours là et venir maintenant ensemble pour affronter le choc. Sauf qu'on nous fait croire de manière candide qu'être résilient, c'est affronter les chocs. C'est de toujours vouloir se relever. Non, parfois être résilient, c'est abandonner aussi. Parfois être résilient, c'est d'admettre que ça t'a dépassé et d'arrêter et d'abandonner. Ce n'est pas abandonner de manière définitive, mais c'est une manière de faire un repli stratégique. Ça veut dire que tu abandonnes d'abord. Tu t'en vas t'asseoir pour réfléchir davantage, pour essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, afin de revenir beaucoup plus fort, pas nécessairement sur la même difficulté, peut-être même dans un autre secteur d'activité. Donc la première leçon qu'il faut retenir ici, c'est le fait que être résilient, ce n'est pas faire face de manière frontale à tous les chocs. Il y a des chocs qu'il faut éviter. Il y a des chocs qu'il faut fuir. Il y a des chocs sur lesquels il faut abandonner. Il faut faire un repli stratégique. Il y a des chocs qu'on n'affronte pas seul. Il y a des chocs sur lesquels on doit venir ensemble. Il y a des chocs qui nécessitent que tu abandonnes, tu réfléchis et tu te poses la question, comment je fais pour contourner ce choc-là? Comment je fais pour contourner cet obstacle-là? Et s'il n'y a pas de possibilité, tu te lances dans autre chose. Tu n'es pas obligé de mourir en héros. Moi, j'aime souvent dire, nos ancêtres étaient des héros et leur manière de le démontrer était parfois de donner leur vie. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement la même chose. Aujourd'hui, être un héros, ce n'est pas de sortir bêtement, affronter un obstacle et mourir bêtement aussi et être oublié de la manière la plus bête aussi. Non, ce n'est plus ça être un héros. Aujourd'hui, être un héros, c'est être quelqu'un de sage, c'est être quelqu'un de futé. C'est être quelqu'un qui a la capacité de travailler en groupe. C'est être quelqu'un qui a la capacité de faire semblant d'être faible. De miroiter même le fait de ne rien connaître. D'être même naïf. Parfois, vous devez faire croire que vous êtes naïf, que vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Parfois, vous devez laisser les gens penser que vous êtes un idiot, que vous ne saisissez même rien à ce qui est en train de se produire. C'est aussi ça, être résilient. Être résilient, ce n'est pas vouloir montrer à chaque instant qu'on est fort, qu'on est puissant. Parce qu'en réalité, lorsque tu montres que tu es puissant, que tu es fort, tout ce que les autres observent, c'est quels sont ses points faibles. Ça veut dire que maintenant, tu es dans une jungle dans laquelle tout le monde essaye d'observer tes points faibles parce que tu veux montrer que tu es fort. Et dès qu'on va trouver un de tes points faibles, c'est cela qu'on va utiliser pour te détruire directement. Pourtant, quand tu feins d'être faible, le faible, on ne s'intéresse pas à lui. Le faible, on considère déjà qu'il est faible. Donc du coup, on n'a pas envie de tirer sur une ambulance. On n'a pas envie de tirer sur un corbillard. Par contre, quand tu te présentes comme fort, là, les gens veulent tirer sur tes jantes. Les gens veulent tirer sur ton pare-brise pour voir s'il est blindé. Les gens veulent analyser ton véhicule, analyser tes faits et gestes pour voler ta voiture. Donc parfois, montrer que vous êtes fort est un danger. Parce que vous vous dites que être résilient, c'est être quelqu'un qui est puissant. Non, parfois la puissance se cache et se masque pour pouvoir passer de manière plus subtile entre les mailles du filet. Donc ça, c'était dans un premier temps la définition de ce que c'est que la résilience. Comme je l'ai expliqué, être résilient, c'est la capacité à résister au choc. C'est cette capacité que vous avez en tant qu'entrepreneur à pouvoir résister au choc. On va voir les différents types de chocs tout à l'heure. Nous avons ce qu'on appelle les chocs externes, nous avons les chocs internes. Et comme je l'expliquais, résister au choc ne signifie pas nécessairement affronter les chocs. Ça peut parfois nécessiter de fuir,
Ça peut parfois nécessiter d'abandonner, de faire un repli stratégique. Ça peut parfois nécessiter de contourner le choc. Ça peut parfois nécessiter de se mettre ensemble afin de pouvoir mieux affronter le choc. Ça peut parfois nécessiter de mieux se préparer. Et quand vous auriez la certitude que vous avez la capacité d'affronter le choc et de gagner, c'est à ce moment que vous pourriez affronter frontalement le choc. Parce que vous auriez déjà suffisamment analysé et vous vous seriez déjà rendu compte que vous avez tous les éléments pour y faire face. Comme je le disais au début, à la fin de ce direct, je vais faire une offre à toutes les personnes qui voudraient bénéficier de mon accompagnement. Et pour cela, mettez juste en commentaire « Je suis intéressé » ou « Je souhaite bénéficier de l'offre » ou contactez-nous en inbox en nous donnant vos coordonnées, par exemple votre numéro de téléphone sur WhatsApp, pour que nous puissions vous contacter immédiatement. Ou alors, vous pouvez faire plus simple, vous contactez l'un des numéros que je vais mettre en commentaire ou l'un des liens que vous pourrez remplir, de telle sorte que nous puissions vous contacter et vous faire bénéficier de l'offre que je vais présenter à la fin du direct. Donc là, j'ai défini ce que c'est que la résilience et maintenant, je vais entrer en profondeur dans le thème que je vais rappeler résilience. On a fait 2 points, la clé du succès. Je vais commencer par un premier exemple. La question que je vais vous poser est celle de savoir: est-ce que ce sont les personnes les plus intelligentes qui réussissent en affaires? Est-ce que c'est parce qu'on est forcément intelligent qu'on va réussir dans les affaires? Est-ce que l'intelligence, c'est une garantie que tu vas réussir, que tu vas t'en sortir, que le business que tu es en train de faire là, ça va fonctionner? Est-ce que l'intelligence est une garantie de réussite? J'ai envie de voir vos avis en commentaire. Est-ce que les personnes que vous connaissez, qui sont très intelligentes et qui se sont lancées dans les affaires, ont forcément réussi ou réussissent plus facilement? Ça, c'est la première question. Je voudrais avoir vos avis là-dessus. Il y a Rigobert qui dit non, non. Stéphane qui dit non. Est-ce que le fait d'être intelligent est la garantie que si vous lancez un business, vous allez réussir? Jamais pour Mahamat. D'accord. On est au moins d'accord sur ce fait et plusieurs commentaires vont dans le même sens. On est d'accord sur le fait que être intelligent n'est pas une garantie que vous allez réussir. Être intelligent n'est pas une garantie que si vous lancez une affaire, cela va forcément fonctionner. Être intelligent n'est même pas une garantie que ce sera plus facile pour vous. Au moins là, on est d'accord. On va prendre un deuxième exemple. Est-ce que le fait d'être riche, ou plus simplement d'avoir beaucoup d'argent, signifie que vous allez forcément réussir dans les affaires? Je tiens à préciser qu'avoir beaucoup d'argent ne signifie pas que vous l'avez eu en faisant les affaires. Ça veut dire que vous pouvez avoir beaucoup d'argent en étant employé dans une entreprise qui vous paye très bien parce que vous êtes très intelligent, vous avez un haut poste stratégique et vous avez un très bon salaire. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent parce que vous êtes un héritier. Ça veut dire que vous êtes né dans une famille de personnes fortunées et du coup, naturellement, vous avez beaucoup d'argent qui découle de votre lignée. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent au travers d'une opportunité. Je prends un exemple. Vous avez joué sur un match. Par exemple, hier, le Cameroun a perdu contre le Nigeria. Vous aviez parié peut-être une somme d'argent sur ce match ainsi que plusieurs autres matchs. Et finalement, vous vous retrouvez avec 2 millions, 3 millions parce que vous avez eu à faire de bonnes estimations en ce qui concerne les paris, de bons pronostics. Et vous vous retrouvez donc avec 2 millions, 3 millions. Est-ce que le fait d'avoir cet argent, est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent est une garantie, est une assurance que vous allez forcément réussir dans le business ou forcément réussir dans les affaires? Est-ce que le fait même d'être riche signifie que quand vous allez vous lancer dans les affaires, ça va forcément fonctionner? Parce que j'entends des personnes tous les jours dire « Non, vraiment, la seule chose qui me manque, c'est juste de l'argent. Si j'ai de l'argent, c'est bon, ça va résoudre mon problème. Je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir réussir dans mon business. Il manque juste l'argent. » Moi, je veux donc prendre le cas de ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Est-ce que ceux qui ont beaucoup d'argent, est-ce que c'est une assurance qu'ils vont réussir dans les affaires, qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont
prospérer, qu'ils vont avoir du succès dans les affaires. Est-ce que avoir beaucoup d'argent est une assurance? Est-ce que le fait d'être riche est une assurance? Quand je lis vos commentaires, je comprends qu'en réalité, la réponse est non. Et moi, je le dis aussi, la réponse c'est non. Être riche n'a aucune garantie. Ça ne te donne aucune garantie que le business dans lequel tu vas te lancer, tu vas forcément réussir. Aucune garantie. C'est la preuve donc que l'argent seul ne suffit pas. On a d'abord vu que l'intelligence seule ne suffisait pas. Maintenant, l'argent seul ne suffit pas. La preuve, on a tous connu des personnes qui avaient beaucoup d'argent, qui se sont lancées dans des business et qui ont fait brutalement faillite, qui se sont lourdement trompés, qui ont eu des échecs cuisants, parfois qui sont redevenus à un état social et économique extrêmement faible, parfois qui sont même redevenus totalement pauvres. Moi, des exemples, j'en ai tellement. Et je suis certain que vous aussi, vous avez plusieurs cas de figure. Ce qui est dans la preuve qu'avoir juste de l'argent ne suffit pas. Avoir beaucoup d'argent ne signifie pas que vous allez forcément réussir dans les affaires. Non. Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que le fait d'avoir un bon projet signifie que ce projet va forcément réussir? Parce que je suis souvent des personnes qui disent vraiment, j'ai un très bon projet. Mon projet, c'est la magie. C'est un projet qui va révolutionner l'Afrique. C'est un projet qui va apporter une plus-value vraiment incroyable dans le monde entier. Est-ce que le fait d'avoir un bon projet, est-ce que le fait d'avoir un projet bien rédigé, est-ce que le fait d'avoir même un projet qui entraîne l'unanimité lorsque vous le présentez, ça veut dire que chaque fois que vous présentez votre projet, les gens disent « Waouh, c'est incroyable, c'est indescriptible, vraiment, c'est vraiment un projet novateur. » Est-ce que le fait d'avoir un bon projet, même sur le plan purement factuel, sur le plan purement objectif, est-ce que c'est la preuve que ce projet-là va fonctionner? Est-ce que le fait d'avoir un bon projet, ça suffit? On a déjà vu que le fait d'avoir une capacité intellectuelle importante n'est pas une garantie. On a vu que le fait d'avoir beaucoup d'argent n'est pas une garantie. On est en train de voir maintenant que le fait d'avoir un bon projet n'est pas aussi une garantie de réussite. On a vu beaucoup de personnes qui avaient de très bons projets qui n'ont pas fonctionné. On a vu des personnes qui avaient des projets extraordinaires et lorsqu'ils ont lancé ces projets n'ont pas fonctionné, ces projets ont fait faillite, alors que sur le papier, c'était correct, c'était parfait. C'était tellement bien rédigé, ça avait été validé par les plus grands experts. Mais comment ça se fait donc que lorsqu'on implémente, ça ne fonctionne pas? Alors que c'est un bon projet. Alors qu'il y a des experts des États-Unis, occidentaux, africains, qui ont validé le projet, qui ont parfois mis beaucoup d'argent dans le projet. On a pris les ressources intellectuelles les plus compétentes pour le projet. Mais comment ça se fait donc que le projet ne fonctionne pas? Pourquoi? Comment ça se fait que dans un projet, il y a l'argent? Il y a des ressources intellectuelles puissantes. Le projet, il est correct, il est bien rédigé, il est validé par les personnes les plus qualifiées. Mais au final, le projet ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Avoir un bon projet ne suffit pas. Et je pourrais faire le corollaire. Avoir un bon produit ne signifie pas qu'il va forcément fonctionner. Ce n'est pas parce que ton produit est de bonne qualité que c'est suffisant pour que ça fonctionne. Ce n'est pas parce que ton service est de bonne qualité que c'est suffisant pour que les gens puissent l'utiliser. Ce n'est pas la seule chose qui compte. Parce que si c'était suffisant, c'est qu'on aurait tellement de projets extraordinaires qui naissent tous les jours et qui réussissent. Parce que les idées, les Africains en ont. L'argent, les Africains en ont. Les ressources intellectuelles, je ne suis pas certain que dans le monde entier, il y a un continent qui produit autant d'intellectuels que l'Afrique. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il existe un continent dans le monde où il y a autant d'intellectuels qu'en Afrique. Lorsqu'on prend en proportion avec le niveau socio-économique, parce qu'il faut bien être correct, c'est quand on regarde le niveau socio-économique de l'Afrique, tout prédestine à ce que nous soyons uniquement des idiots. Parce qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, on dort dans le noir, on n'a pas quelque chose à manger.
On se bat comme on peut. On n'a pas d'accès fluide à Internet. Et même quand c'est disponible, ça coûte très cher. Ça veut dire que tout ce que les autres ont de manière tellement facile, de manière aisée, de manière évidente, chez nous, c'est tellement difficile. Et même quand c'est disponible, ça coûte très cher. Mais malgré cela, on a des intellectuels de haut volt en Afrique. L'Afrique produit des intellectuels de haut volt. Même quand vous partez en Occident, dans tous les pays, vous voyez des Africains qui excellent dans presque tous les secteurs d'activité, alors qu'ils proviennent d'un environnement qui manque de tout. Imaginez-vous un seul instant si cette Afrique-là avait donc toutes les ressources qu'il faut. Ou alors on pourrait faire une discussion philosophique. Ça veut dire peut-être c'est parce qu'on manque de tout qu'on travaille aussi un peu plus pour être un peu plus intelligent, parce qu'on se dit si on ne le fait pas, on est donc foutu. Parce que si tu manques de tout sur le plan des ressources matérielles et que même sur le plan de ton cerveau, tu manques de tout, là tu es perdu d'avance. Mais on ne peut pas reprocher à l'Afrique de n'avoir pas des intellectuels de haut volt et dans tous les secteurs d'activité. Donc l'argent, on a. Les ressources intellectuelles, on a. Les bons projets, on a. Mais pourquoi est-ce que ça ne réussit pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une minorité qui réussit à s'en sortir? Qui ne représente même pas 10%, parfois même pas 5%, parfois même pas 1%. Pourquoi? Ça veut dire que l'argent seul ne suffit pas. Les compétences seules ne suffisent pas. Le bon projet seul ne suffit pas. Je vais prendre un autre exemple. Et ça, c'est un phénomène qui, pour moi, est dangereux même d'ailleurs. C'est le fait que nous soyons dans des sociétés, et ce n'est pas seulement en Afrique, c'est le cas aussi en Occident, des sociétés qui font uniquement la promotion de la réussite. Nous sommes dans des sociétés qui font uniquement la promotion de la réussite. C'est arrivé à un niveau où tout le temps, on vous parle seulement des personnes qui ont réussi. Au point où on a créé toute une expression pour cela, les success stories. Lorsque vous regardez un documentaire, on vous parle de quelqu'un qui a réussi. Lorsque vous regardez un film, on vous parle de l'histoire de quelqu'un qui a réussi, qui s'est enrichi. Lorsque vous regardez au journal, on vous parle toujours d'un entrepreneur qui a réussi. Il s'est lancé dans le domaine de l'industrie. Il a réussi. Il emploie 3000 personnes. Il s'est lancé dans le domaine de l'élevage. Aujourd'hui, il a 50 000 poulets. Il s'est lancé dans le domaine de la papeterie. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Il s'est lancé dans le domaine des travaux publics. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Il s'est lancé dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, il est une application qui est utilisée par des milliards de personnes. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très dangereux. Parce que ça ne correspond pas à la réalité. Ça ne correspond pas à la réalité. On ne peut pas être dans un environnement où on fait la promotion uniquement des minorités. Ce n'est pas quelque chose de logique. Parce que pour quelqu'un qui a déjà essayé l'entrepreneuriat, qui a déjà au moins essayé de lancer une toute petite activité, même à petite échelle, comprend que si vous êtes 100 à vous lancer, en réalité, la réussite, c'est l'exception en entrepreneuriat. Il faut s'être lancé pour le comprendre. Si vous êtes 100 à vous lancer, après 5 ans, 10 ans, vous allez rester peut-être 4, parfois moins. Donc, il y a 100 personnes qui se sont lancées. Après 5 ans, 10 ans, sur les 100 personnes qui se sont lancées, il reste parfois 2, parfois une seule personne, parfois personne. Sauf qu'à la télévision, on parle uniquement du seul qui est resté et qui gagne beaucoup d'argent. Du coup, ça donne l'illusion aux gens que lorsqu'on se lance, forcément, on va aussi pouvoir réussir comme ça. Mais on oublie de donner la statistique du nombre de personnes qui se sont lancées au début. On oublie de dire qu'au début, ils étaient 100. Et que sur les 100, après 10 ans, il reste un seul. Il reste 2. Et que celui qui est même resté là, ce n'est pas parce qu'il est le plus intelligent. On a vu que ce n'est pas seulement l'intelligence qui compte. On a vu que ce n'est pas seulement parce qu'il avait beaucoup d'argent. On a vu que ce n'est pas seulement parce que son projet était le meilleur. Parce que parfois sur les 100, il y avait ceux qui avaient l'argent, qui étaient intelligents, qui avaient de très bons projets. Mais après 10 ans, on fait faillite. Et ce sont les plus nombreux. Ils font plus de 95%, parfois plus de 98%. Mais sauf qu'on ne parle jamais d'eux, presque jamais. Est-ce que vous connaissez des émissions où les vedettes qu'on invite, ce sont des personnes qui ont tapé poteau de manière légendaire? Moi, je ne connais pas beaucoup d'émissions comme ça. Ça veut dire que l'émission là, on met en avant les gens qui ont tapé poteau de façon légendaire.
Taper poteau, c'est une expression en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, qui signifie quelqu'un qui a échoué. Quelqu'un qui a lancé une initiative et qui a lamentablement eu un échec cuisant. Qui a fait faillite de manière spectaculaire. Et qui parfois s'est retrouvé dans des situations dramatiques sur le plan social, sur le plan émotionnel, sur le plan financier. Qui parfois a même fait la prison. Oui, qui parfois fait la prison. Donc du coup, on se retrouve dans un cas de figure où on ne parle presque jamais de ce type de personnes. Et c'est un problème grave. C'est un problème. Parce que en fait, ces personnes représentent la réalité. Représentent l'échantillon normal de ce qui se passe de façon courante et logique. Vous êtes plus de 400 personnes connectées actuellement. Et je tiens à le rappeler, si vous souhaitez bénéficier de l'offre que je vais présenter à la fin, vous écrivez en commentaire « Je suis intéressé » ou vous écrivez en commentaire « Je souhaite bénéficier de l'offre » ou alors simplement vous pouvez nous écrire en inbox en nous donnant votre nom et votre numéro de téléphone pour que nous puissions immédiatement vous contacter ou simplement vous contacter les numéros de téléphone que j'ai laissés en commentaire ou encore les liens et cela va vous permettre de bénéficier de cette offre-là. J'étais donc en train d'expliquer ceci. Je ne connais pas d'émission à la télévision, et même s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup, qui représentent ou qui mettent en avant cette réalité. La réalité, c'est que sur plus de 400 personnes connectées là, si vous vous lancez en entrepreneuriat aujourd'hui, dans 10 ans, vous seriez maximum 5 ou tout au plus 10 à continuer d'entreprendre. Et sur les 10 là, il y aura peut-être 1 ou 2 qui vont réellement avoir un impact très important. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de bons projets. C'est parce qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent et qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ce thème « Résilience en affaires, la clé du succès ». Ça n'a rien à voir avec l'argent, rien à voir avec l'intelligence, rien à voir avec les bons projets. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas de l'argent, non. Ça ne signifie pas que être intelligent est inutile. Ça ne signifie pas que le projet, parce qu'il est mauvais, ça veut dire que ça va fonctionner. Parce que ce n'est pas parce que j'ai dit que l'argent seul ne suffit pas, que sans argent ça va fonctionner. Parce que je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Si déjà l'argent seul ne suffit pas, combien de fois si tu n'as pas d'argent? Tu vas mourir tôt. Parce que si ceux qui ont beaucoup d'argent n'ont pas d'assurance que ça va réussir, au moins, eux, même si ça ne réussit pas, ils peuvent décider d'aller se consoler aux États-Unis, à la plage, en pleurant là-bas avec leurs amis. Ils peuvent aller à l'hôpital, peut-être en France, en payant très cher pour leurs soins parce qu'ils sont déprimés. C'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Bon, imagine alors toi qui n'as rien et ça ne marche pas. C'est le cimetière direct. Parce que comme j'ai dit que le fait d'avoir beaucoup d'argent ne signifie pas que ça va réussir. C'est encore pire pour ceux qui n'ont pas d'argent. Le fait que je dise que le fait d'être intelligent n'est pas l'assurance que vous allez réussir, c'est encore pire pour celui qui n'est pas intelligent, pire pour celui qui n'est pas sage. Le fait que je dise que le fait d'avoir un bon projet n'est pas une assurance que le projet va réussir, c'est encore pire pour celui qui a un mauvais projet. Donc, il n'y a aucune certitude d'emblée. Il n'y a aucune personne qui peut se placer devant vous. Il vous présente un projet et il vous dit qu'il est sûr que ça va fonctionner. C'est que c'est un fou. C'est un fou. Soit il ne comprend pas de quoi il s'agit, soit c'est un prestidigitateur, soit il est en train de vouloir tout simplement vous amadouer. Mais la réalité, c'est que sur 100 personnes qui se lancent, après 5 ans, 10 ans, il y aura maximum encore 4 ou 5 qui continuent. Et sur les 4 ou 5, peut-être on aura un qui va exploser. Et parfois, personne ne va exploser. Et c'est ça qui est la réalité. Sauf qu'on n'en parle pas à la télévision. À la télévision, on parle des success stories. À la télévision, on parle des gens qui ont réussi leur vie, qui emploient des milliers de personnes. Mais on ne se pose jamais la question, bon, toi là, quand tu t'es lancé, vous étiez combien à vous lancer dans ce type d'activité? Et les autres, eux, ils sont où? Les autres, est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'ils continuent toujours l'activité? Est-ce qu'ils ne sont pas morts? Parce que moi, je vais me prendre l'exemple parfois sur moi. Moi, quand je me lançais en entrepreneuriat, nous étions tellement nombreux. Aujourd'hui, il y a combien avec qui j'ai commencé qui peuvent même encore oser dire que j'ai un projet? Quand tu leur parles même d'un projet, ils ne veulent
Ils sont énervés directement. Ils disent que Claudel vraiment ne me parle plus des trucs de projet. Moi, je suis passé à autre chose depuis. Je travaille dans une entreprise, je gagne bien ma vie, je suis heureux. Vraiment, ne me parle plus des histoires de projet là. Parce que je le disais déjà dans un direct, on peut être heureux de plusieurs manières différentes. Parce que ces émissions nous donnent aussi l'impression que pour être heureux, il faut forcément être entrepreneur, avoir beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent ne signifie pas être heureux nécessairement. Oui, ça prédispose plus facilement. Ça te rapproche, mais ça ne garantit pas forcément que tu vas pouvoir t'en sortir face au choc auquel tu vas faire face. Sauf que les médias ne nous parlent pas de cela. Vous allez remarquer que moi, sur ma page Facebook, je parle beaucoup de mes échecs. Beaucoup. Et parfois, je fais même de l'autodérision sur mes échecs. Et quand je le fais, les gens rient. Les gens en rient. Ils utilisent ça parfois pour se moquer de moi. Parfois pour me calomnier, pour me diffamer. Et moi, ça m'amuse parce que je veux être vrai envers moi-même. Moi, j'ai beaucoup échoué dans plusieurs projets. Je me rappelle une fois, je partageais l'un de nos échecs avec un projet qui était une industrie de fabrication de craie, où j'expliquais que nous avons investi plusieurs millions, nous avons acheté des machines, et quand on fabriquait la craie, c'est le couscous qui sortait. Et les gens rient. Les gens commencent à rire. Donc tu bavardes tous les jours sur Internet comme ça, mais un petit projet comme ça te dépasse. Vous voyez? Ils sont en train de mettre une corrélation ou une relation de cause à effet entre le fait d'être intelligent et le fait de réussir un projet. Il n'y a pas de relation entre les deux. Pour être très intelligent, vous tapez poteau de manière légendaire. Vous pouvez être très intelligent, vous lancez un projet, 2 semaines après, vous vous retrouvez en prison. Vous pouvez être très intelligent et sur les choses basiques, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais sauf que, étant donné que ces émissions font la promotion des success stories, en présentant ceux qui ont réussi comme étant des personnes très intelligentes, peut-être raison pour laquelle elles ont réussi, ou en présentant les personnes qui ont réussi comme étant des personnes ayant beaucoup d'argent, donc c'est peut-être la raison pour laquelle elles ont réussi, ou peut-être parce qu'elles avaient de bonnes familles qui avaient beaucoup d'argent, donc c'est la raison pour laquelle elles ont réussi, ou parfois elles venaient de familles défavorisées, elles vivaient dans des difficultés, et c'est comme ça qu'elles étaient déterminées, et c'est comme ça qu'elles ont réussi. Ça fait en sorte que quand toi tu viens, tu t'appelles Claudel Numbissier, tu as fait la faculté de médecine, tu sors médecin, tu lances un projet. Quand ce projet ne fonctionne pas, les gens disent que vous voyez alors, donc tu bavardes chaque jour comme ça, et la craie te dépasse. Yeah. Dans la craie, tu n'arrives pas à faire la craie. Un autre jour, je parlais d'un autre échec, c'était des chocolats, le projet Choco qu'on a même relancé dernièrement. Et pour tous ceux qui voudraient devenir distributeurs de notre produit Choco, vous contactez les mêmes numéros en commentaire et nous allons vous donner les modalités pour pouvoir distribuer notre produit. Vous pouvez le distribuer partout à travers le monde parce que le produit il est déjà disponible. Mais quand je parlais de cet échec, parce qu'on a lancé ce projet bien avant, sauf qu'on a tapé poteau de manière légendaire, on a fait faillite, on a arrêté le projet pendant pratiquement 2 ans. Les gens disaient, donc vous bavardez beaucoup comme ça et le chocolat vous dépasse. Vous bavardez beaucoup comme ça et vous n'avez même pas été capable de faire en sorte qu'un petit projet de fabrication de chocolat, vous puissiez le faire progresser. Vous voyez, les gens font une relation de cause à effet entre l'intelligence et la réussite dans un projet. Et tout ça, c'est à cause de ces émissions qui ne présentent que les réussites. C'est à cause de ces émissions qui font croire aux gens que réussir, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose d'évident. Quand on est intelligent, on réussit. Quand on a beaucoup d'argent, on réussit. Quand on a un bon projet, on réussit. Non, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être intelligent, vous tapez poteau de manière légendaire. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous tapez poteau de manière légendaire. Vous pouvez avoir un bon projet, vous tapez poteau de manière légendaire. Vous pouvez être intelligent, en plus vous avez beaucoup d'argent, en plus vous avez un bon projet. Vous vous mettez avec d'autres personnes intelligentes qui ont aussi de l'argent et vous tous ensemble, vous tapez ensemble poteau de manière légendaire. Il y a des pays entiers qui tapent poteau dans des projets. C'est que tout un pays recrute ses meilleures ressources, ils mettent l'argent, ils lancent un projet et ils tapent tous poteau ensemble. Ça n'a rien à voir. Rien. Absolument rien. Et c'est ce qu'on va voir donc pendant le direct d'aujourd'hui. C'est-à-dire la résilience en affaires, la clé du succès. Parce que après avoir expérimenté l'univers entrepreneurial depuis plus de 10 ans aujourd'hui, j'ai fini par comprendre une leçon que j'aurais bien voulu comprendre au début. Mais j'ai appris dans la douleur. Parfois, vous allez apprendre dans la douleur. Ce que vous réussissez ou ce que vous refusez d'apprendre par les conseils,
par l'expérience des autres. Et quand je parle de l'expérience des autres, ce sont les échecs des autres. Il faut vous intéresser à ceux qui parlent de leurs échecs. C'est très important. Ne suivez pas les gens qui ne parlent pas de leurs échecs. Si vous voyez quelqu'un qui ne parle jamais de ses échecs, ça veut dire que tous les jours, lui réussit seulement. Vous voyez quelqu'un qui tous les jours, quand il vous parle d'un projet, il a seulement réussi. Il vous explique comment je me suis lancé dans tel domaine et puis 3 ans après, je gagne beaucoup d'argent. Je me suis lancé dans tel autre domaine. Aujourd'hui, vraiment, ça marche, j'ai beaucoup de bénéfices. Je me suis lancé dans tel domaine et puis après, j'ai revendu l'entreprise parce que c'était prospère. Si vous voyez quelqu'un qui a ce type de discours, vous vous déconnectez de sa page, vous bloquez cette page. C'est mieux que vous puissiez vous baser de votre propre expérience parce qu'il est en train de raconter des balivernes. Il n'y a personne qui ne fait pas face à ce que je vais expliquer dans ce direct. Personne. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question que tu aies déjà expérimenté. Il n'y a pas d'expérimenté. Qu'importe ton niveau d'expérience, ta maturité, tes connaissances, ton argent, tu vas faire face aux mêmes choses que je vais expliquer dans ce direct. Et si tu n'es pas résilient, tu vas taper poteau. Il n'y a pas autre chose qui va se produire. Donc quelqu'un qui présente l'entrepreneuriat, qui présente ses aventures, sans parler de ça, c'est quelqu'un qui est en train de vous amener dans l'abîme. Moi, je parle de mes échecs, parfois en me moquant de moi-même, en faisant ce qu'on appelle de l'autodérision. Tous les jours, j'en parle. Dans mes livres, j'en parle. J'ai même produit toute une formation qui fait plus de 3 heures de temps, dans laquelle je parle uniquement de mes échecs. Et dans cette formation, je présente près de 18 échecs. Et c'est parce qu'on ne peut pas présenter tous les échecs qu'au final, je décide de m'arrêter à 18. Parce qu'en réalité, les échecs, j'en ai eu tellement. Et pour chaque échec, je présente comment j'ai fait pour être résilient et faire face à cet échec-là. Et tellement les gens étaient intéressés par ça que j'ai dû produire une deuxième uniquement basée sur les techniques de résilience qui permettent de pouvoir se relever après un échec, de tirer les leçons de ces échecs. Et c'est une formation que vous pourriez aussi bénéficier. Vous contactez les mêmes numéros que j'ai laissés en commentaire ou vous écrivez « Je suis intéressé » ou vous nous contactez en inbox, vous nous donnez votre numéro de téléphone et votre nom. Nous allons vous contacter pour vous permettre de bénéficier de l'offre que je vais présenter à la fin ou de ces différentes formations. Moi, je parle de mes échecs, vous aussi faites pareil parce que c'est ça qui va permettre à ce que les gens comprennent la réalité. Parce que quand on regarde la télévision, en fait, on est coupé de la réalité. À la télévision, on te parle de Steve Jobs. On te parle de Mark Zuckerberg. On te parle de Aliko Dangote. On te parle des milliardaires. On te parle des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. On te parle à longueur de journée. Et du coup, ça te donne l'impression que c'est quelque chose de normal. Ça veut dire, ça te donne l'impression que si toi aussi tu te lances peut-être dans leur secteur d'activité, si tu es juste un peu combatif, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas aussi réussir. Non, 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 non. Sur 100 qui se lancent, il y a maximum un qui va pouvoir peut-être exploser et parfois personne. Et parfois personne. On ne parle pas de ceux qui ont échoué. Alors que vous apprendrez mieux de ceux qui ont échoué. C'est eux qui ont les meilleures leçons. Mais en dehors de l'échec, il y a quelle autre leçon qui a une valeur importante? Moi, je ne sais pas quelle autre leçon tu peux tirer de quelqu'un. Le succès n'a pas de leçon. Parce que le succès parfois ne dépend même pas de toi. Le succès parfois ne dépend pas uniquement de ton travail. Parfois, le succès dépend des paramètres qui sont même spirituels, que personne ne peut expliquer. Et il va seulement essayer de manière consciente de trouver des raisons logiques à quelque chose qui en réalité est spirituel. Parfois, le succès, il est spirituel, fatalement. On a parlé de la spiritualité dans le monde des affaires lors d'un précédent direct que vous pouvez encore suivre sur ma page. La vidéo est disponible, elle fait plus de 2h30. Et je vous expliquais déjà ça. Il y a des aspects de votre réussite qui n'est pas logique ou qui ne sont pas logiques. Donc, vous ne pouvez pas penser que c'est juste en posant des actions, en travaillant beaucoup, que ça veut dire que vous allez réussir. Non, ce n'est pas une question de travailler beaucoup. Non, ça n'a rien à voir avec le travail. Parce que c'est aussi un autre paramètre. Ce n'est pas parce que vous travaillez beaucoup, ce n'est pas parce que vous vous levez tous les jours très tôt. Ce n'est pas parce que vous mettez beaucoup d'efforts, vous rentrez tard le soir, vous vous levez à 4 heures que vous allez réussir. Non, vous êtes juste en train de flinguer votre santé et vous allez mourir tôt. C'est tout ce qui va se passer. Donc ne pensez pas que comme vous vous levez très tôt, vous rentrez très tard, vous êtes très fatigué, vous travaillez toujours sur beaucoup de dossiers, quand on vous appelle, vous ne décrochez jamais, on vous écrit, vous ne répondez jamais parce que vous êtes trop occupé, c'est la preuve que ça va fonctionner. Non, vous êtes juste en train de mourir à petit feu, vous allez mourir dans quelques semaines. Il y a certains qui vont mourir demain,
D'autres vont mourir pendant ce direct, ce que je ne souhaite pas. D'autres peut-être la semaine prochaine, d'autres dans 6 mois. D'autres sont morts le matin. Et la vie va continuer normalement. Normalement. Donc il ne faut pas penser que quand tu vas mourir, le monde va s'arrêter. Non. Le monde sera mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Il y aura de nouveaux téléphones, des nouvelles technologies, des nouveaux écrans, des nouvelles façons de manger. Les gens vont continuer de faire l'amour, parfois pendant ton deuil. Les gens qui sont venus au deuil, on n'a même pas encore enterré, ils sont à l'hôtel en train de faire l'amour, tu vois. Tes amis viennent au deuil. Ils viennent à la veille. Tu es couché dans le cercueil. Ils viennent un peu regarder le corps là, après la messe là. Ils viennent un peu, ils font un tour, ils font comme s'ils pleurent là. Après ils partent à l'hôtel faire l'amour, alors que tu es couché dans le cercueil, tu vois. Parce que tu travaillais trop. Tu te levais tous les jours à 2 heures. Tu affrontais les bandits en route. Tu fuais les bandits pour aller travailler dur. Tu travaillais toute la journée. Tu rentrais à 3 heures du matin. Tu te relevais encore tôt. Tu vois? Parce que tu pensais que réussir, ça veut dire travailler pendant longtemps. Travailler dur. Travailler de manière... toujours en train de travailler. Non, il y a des moments où il faut arrêter de travailler. Et je disais ça une fois à... une collaboratrice, nous étions à une retraite à Kribi dernièrement, il y a quelques mois. Et quand je la contactais, je lui ai dit, est-ce que tu seras à la retraite? Elle dit, non, je ne serai pas à la retraite parce que j'ai trop à faire. J'ai dit, ah bon, tu fais quoi actuellement? Elle m'explique un peu ce qu'elle fait. Je lui dis, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire ça depuis combien de temps? Elle dit que non, tu sais que j'ai commencé mon projet depuis janvier. J'ai dit, ah, donc tu fais ça depuis presque 1 an? Elle dit, oui, depuis pratiquement 1 an. J'ai dit, ah, ok. Tu as gagné combien cette année? Bon, tu sais que c'est encore difficile, non? Je me bats encore, Claude. Ah, d'accord. Tu as quand même pu épargner même 30 millions. Elle dit que non, 30 millions, comment? Que mon capital d'abord, c'est combien? Actuellement, je suis même plus endetté. Ah, tu es endetté? Ah, ok. Mais qu'est-ce que tu as gagné alors en faisant ça depuis janvier? Non, tu sais qu'un projet qu'on se lance, c'est avec le temps qu'on gagne. J'ai dit, ah bon, hein? C'est avec le temps, hein? Et pourquoi tu ne viens pas alors à la plage, au moins pendant 1 semaine, te relaxer pour rentrer travailler? Elle dit, non, j'ai trop à faire. Que non. Le trop à faire dont tu parles là, tu fais ça depuis janvier. Nous voilà en décembre. Tu n'as rien gagné. Tu n'as pas acheté une nouvelle voiture. Ce n'est pas comme si tu as construit une maison. Tu n'as pas épargné de l'argent. Au contraire, tu dois encore beaucoup d'argent aux gens. Plus même qu'avant. Nous sommes déjà en décembre. Tu penses qu'en décembre, il manque 5 jours pour que décembre finisse. Donc l'année est déjà finie. Tu penses qu'en 5 jours en décembre, tu vas travailler le milliard? C'est ça? Va te relaxer. Tu ne peux pas faire le miracle. Va à la plage, arrête le travail. Tu dis aux gens, je suis en vacances, je suis en congé. Contactez-moi dès le 10 janvier et je vais pouvoir vous répondre. Viens à la plage avec nous, viens te relaxer. Tu ne peux rien faire. Si en 1 an, tu n'as pas pu le faire, ce n'est pas en 5 jours que tu vas faire le miracle. Allez parfois vous reposer, mes amis entrepreneurs, mes frères. Il y a les moments où vous devez éteindre la machine. Vous éteignez vos téléphones. Pour que les gens n'aient pas peur. Les quelques personnes qui sont dans votre entourage proche, vous leur faites comprendre que voilà, je ne serai pas disponible pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je vais aller me reposer, je vais aller un peu en vacances. Vous leur faites comprendre ça pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Vous leur dites même où vous partez. Vous éteignez tout, vous partez vous reposer. Si tu n'as pas gagné ça en 1 an, ce n'est pas en 5 jours que le miracle va se faire. Parce que c'est une illusion. C'est une illusion que quand on travaille beaucoup, quand on est acharné, l'univers va voir. L'univers n'a rien à foutre, mon frère. Tu es en train de sacrifier ta santé, tu vas mourir tôt. C'est tout ce qui va se passer. Tu vois qu'est-ce qui va se passer? Tu vas seulement mourir tôt. Il y a des moments où il faut tout arrêter, tu te reposes. Il y a des moments où tu te lèves un matin, tu dis bon, aujourd'hui, je ne travaille pas aujourd'hui. Tu éteins tout et tu ne travailles pas aujourd'hui. Rien ne va se passer. Rien. Rien ne va se passer. Si tu devais perdre quelque chose, tu vas toujours perdre. Donc parfois, vous vous créez une fausse illusion comme quoi vous devez beaucoup travailler pour réussir. Ça n'a rien à voir avec la réussite. C'est-à-dire que vous ne comprenez même pas ce que c'est que la réussite. Ça n'a rien à voir. La réussite n'a rien à voir avec l'intelligence, rien à voir avec le travail. Rien à voir avec l'argent. Rien à voir avec le fait de pouvoir dire que bon, ok, comme je me bats beaucoup, je vais réussir. Non. Ce sont des indicateurs ou plutôt des déterminants qui peuvent avoir une certaine importance à certains niveaux. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si ça suffisait,
Moi, j'estime que je suis intelligent. Bon, pourquoi je ne suis pas déjà multimilliardaire en euros? Pourquoi? C'est parce que ça ne suffit pas. Il y a d'autres paramètres qui interviennent et qui ne dépendent pas uniquement de toi. Et c'est pour ça que je parle de résilience. Donc, vous qui travaillez beaucoup là, il y a des jours où il faut arrêter. Il y a des jours où il faut rester comme ça. Vous vous dites, bon, ok, cette année, j'ai beaucoup travaillé. Je vais aller me reposer pendant 2 semaines. Rien ne va changer dans votre activité. Rien. Rien. Et je lui expliquais donc ça. Finalement, j'ai réussi à la convaincre à venir lors de cette retraite-là. Parce que je lui faisais comprendre que voilà, ce que tu n'as pas gagné durant toute l'année, ce n'est pas en 5 jours, en fin d'année que tu vas gagner ça. Pourquoi tu veux faire croire aux gens que tu travailles trop? Tu travailles plus que qui? Tu penses vraiment que nous qui partons en retraite là, se reposer pendant 2, 3, 4 jours, c'est parce qu'on n'a rien à faire? Tu penses vraiment qu'il n'y a pas d'enjeu? Tu penses que nous on veut pas aussi gagner de l'argent? Tu penses qu'on ne voit pas aussi comment il y a les jours? Non, c'est parce que ta santé est plus importante que cet argent. Ton bien-être mental, spirituel, physique est plus important que cet argent. Parce que si tu le perds, d'abord que tu n'as pas d'argent. Imagine encore si tu tombes malade. C'est encore plus grave. Parce que tu seras un malade pauvre. Tu vois un peu la dangerosité? Parce que d'abord, tu n'as pas d'argent. Tu es en bonne santé. C'est encore bien. Maintenant, tu vas te retrouver dans une situation où tu es malade et pauvre. Là, c'est plus grave. Et il n'y a aucun médecin qui sera sensible à ta situation. Dès que tu vas arriver à l'hôpital, il va te demander d'acheter le carnet. Si tu ne peux pas acheter le carnet, il va te chasser. Parce que lui-même, il doit vivre. Après avoir acheté le carnet, tu dois payer la consultation. Après avoir payé la consultation, il faut qu'après la consultation, tu payes pour réaliser les examens, que tu achètes les médicaments. Et ça ne garantit pas que tu vas guérir. Parce que tu peux être tombé sur quelqu'un qui ne connaissait pas aussi ce que tu as. Il t'a aussi prescrit des trucs pour voir si ça va fonctionner. Et quand tu consommes ça, ça aggrave la maladie et tu es encore pauvre. Mon type. Du coup, s'il faut prendre 5 jours, 2 semaines, même 1 mois, pourquoi pas? Durant une année pour te reposer, prends 1 mois et va te reposer. Et pendant le reste du temps, les 11 mois qui restent là, travaille de manière stratégique pour avoir le maximum de résultats pendant ce temps. Et après ce temps, va te reposer. Rien ne va changer parce que tu crois que tu travailles trop. Rien. Ça, c'est une fausse croyance qui nous rend fous, nous, Africains. Ça nous fait croire que comme on travaille trop, on va forcément avoir les fruits de notre travail. Les fruits, là, parfois, c'est nous qui allons consommer ça pendant ta veillée. Tu vois un peu? C'est-à-dire que le travail que tu es en train de faire actuellement, là, parfois, c'est moi qui vais consommer ça le jour de ta veillée. Tu vois, tu seras couché dans le cercueil et le fruit de ton travail, c'est ça qu'on va faire les fruits avec. Tu vois, les bons ananas, bien juteux là, le pain chargé. Nous, on sera en train de manger ça, manger les fruits, boire du bon vin pendant que tu es dans le cercueil, dans le fruit de ton travail là. Parfois, ce sont des personnes qui vont consommer ça quand tu seras déjà mort. Pourquoi tu veux donc sacrifier ta vie? Pour quel travail même? C'est quel projet dont tu parles même? Le projet dont tu parles là, ça n'arrive même pas à satisfaire ta propre vie. Combien de fois ton pays, l'Afrique, tu vas sacrifier ta vie pour si peu? Moi, je veux être véridique avec vous. C'est ce que nous on vit. Moi, il y a les jours où je me lève et je dis que je ne travaille pas aujourd'hui. Je ne fais rien. Mon téléphone, je ne réponds à personne. J'éteins même. Et ce qui va arriver, va arriver. Je me repose. Il n'y a pas de magie. Donc ne pensez pas que comme vous travaillez trop, et là c'est pour ça que j'aime beaucoup les chrétiens, parce qu'ils ont l'impression que comme ils travaillent trop, Dieu est en train de voir comment ils travaillent trop, donc Dieu va les récompenser parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir. Dieu va te récompenser plus que le mendiant qui dort dans la rue, qui lui prie plus que toi. Lui il prie parfois plus que toi. Il dort dans la rue. Toi tu dors même dans une maison, il y a la clim et tout. Lui il dort dans la rue. En plus de dormir dans la rue, quand il se lève le matin, il se bat aussi pour travailler parce qu'il veut gagner sa vie de manière digne. Et toute la nuit, il prie pendant peut-être 4 heures de temps. Tu penses que si Dieu regarde ses mails le matin, les mails prioritaires, c'est qui? C'est d'abord lui, pas toi. Donc mon type, il faut arrêter ça. Donc l'un des éléments à prendre en compte, c'est le repos. Il faut se reposer. Parce que si tu ne te reposes pas, nous on va manger ton pain chargé durant tes obsèques.
On va manger ça. On ne peut pas pleurer éternellement. Je pense que tu sais. On va pleurer pendant un temps. Mais on ne peut pas pleurer éternellement. On va pleurer pendant des moments clés du deuil. Mais pendant les autres moments, il y a certains qui vont faire l'amour. Tes amis sont en train de faire l'amour. Il y a d'autres qui sont en train de se dire que bon, il a même laissé quoi finalement? Comment on peut se partager ce qu'il a laissé? Et parmi les choses à se partager, il y a aussi ta femme. Parce qu'il faut bien... sa vie ne va pas s'arrêter. Mon cher ami, lorsqu'on parle de résilience, il faut prendre en considération tous ces aspects-là. Comme je l'ai dit, à la fin de ce direct, je vais présenter une offre exclusive pour toutes les personnes qui sont connectées. Et si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous écrivez juste en commentaire « Je suis intéressé » ou alors « Je souhaite bénéficier de l'offre » ou vous contactez les numéros de téléphone que j'ai laissés en commentaire ou tout simplement les liens qui sont en commentaire que vous pourriez remplir. Ou en mieux, vous pouvez nous écrire en inbox et vous écrivez en inbox votre nom, votre numéro de téléphone en nous précisant que vous êtes intéressé par cette offre et je vais pouvoir immédiatement vous contacter pour vous permettre d'en bénéficier. Bien évidemment, vous pourriez aussi, si vous souhaitez distribuer nos produits, comme par exemple Choco, qui est notre chocolat que nous avons mis sur le marché il y a de cela quelques semaines déjà, après un gros poteau que nous avons tapé il y a pratiquement 3 ans, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette vidéo. Vous nous passez aussi vos coordonnées ou vous écrivez que vous êtes intéressé par la distribution de ce chocolat ou de nos autres produits comme Joka et tous les autres produits, SM, et ainsi de suite. Et là, nous allons vous contacter pour vous permettre d'en bénéficier. Ici maintenant, je vais aborder un autre point. Et là, nous sommes toujours dans le thème. Est-ce que le fait que tu développes un projet, ce projet commence vraiment à avoir une certaine ampleur, à avoir une certaine efficacité, commence à avoir de l'impact. Toi aussi, tu commences à grandir, tu commences à te développer, les gens commencent à t'apprécier, les gens commencent à dire vraiment, ce monsieur, il fait des choses incroyables, il fait des choses exceptionnelles. Est-ce que cela dispense le fait que tu puisses être sujet à des critiques? Est-ce que le fait que ton projet soit performant empêche que les gens puissent te critiquer? Surtout en Afrique. Est-ce que le fait que toi tu puisses t'élever sur le plan social, sur le plan économique, grâce à ton projet, grâce à ton business, est-ce que ça va empêcher que les gens te critiquent? Et quand je parle de critique, ne voyez pas seulement Internet. Quand je parle de critique, je prends en considération tout. Ça peut être dans ta famille qu'on te critique. Ça peut être dans ton quartier qu'on te critique. Ça peut être dans ta ville. Ça peut être dans ton pays. Ça peut être à l'international. Ça peut être sur Internet. Ça peut être dans les médias. Ça peut être n'importe où. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre société, qu'importe le secteur d'activité dans lequel il est, encore plus quelqu'un qui est entrepreneur, qui est dispensé de critiques? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'on ne critique pas? Vous me citer le nom de quelqu'un qui n'a jamais été victime de critiques et qui, de toutes les manières, les critiques ne font pas partie de son quotidien, qu'importe l'excellence de ce qu'il fait. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est pas critiqué? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'on n'insulte pas? Ça veut dire quelqu'un que personne n'insulte. Parce que peut-être son projet, vraiment, ça fonctionne très bien. Parce que c'est quelqu'un de crédible. Parce que c'est quelqu'un d'honnête. Du coup, tout le monde l'aime. Vous connaissez quelqu'un que tout le monde aime et que personne n'insulte et que personne ne critique et que personne ne calomnie et que personne ne dénigre? Vous connaissez qui? Que personne ne dénigre, que personne ne calomnie, que personne n'insulte, que personne ne critique. Qui? Vous voyez qu'on critique tout le monde, on insulte tout le monde, on calomnie tout le monde, on dénigre tout le monde. Ça veut donc dire qu'on va aussi vous insulter en tant qu'entrepreneur. Quand vous seriez entrepreneur, si vous ne l'êtes pas déjà, et si vous l'êtes déjà, vous avez déjà forcément eu à faire face à ça. On vous a déjà insulté dans la famille. On vous a déjà dénigré dans la famille ou dans votre environnement. On vous a déjà calomnié forcément. On vous a déjà dénigré d'une manière ou d'une autre. Sur Internet, en dehors d'Internet, dans la famille, dans votre entreprise même, dans votre environnement, vos concurrents. Il y a toujours forcément quelqu'un
physique ou morale qui va vous critiquer, qui va vous calomnier, qui va vous insulter, qui va vous dénigrer, qui va vous diffamer. C'est le quotidien déjà de tout le monde de manière globale et encore plus grave d'un entrepreneur. Parce que quand tu es un entrepreneur, ça veut dire que tu proposes des produits et des services. Tu proposes des biens et des services. Ça veut dire que par définition, si ce que tu proposes comme produit est réellement performant et que tu as une certaine croissance exponentielle, ça va forcément gêner certaines personnes qui proposaient des produits similaires, qui n'ont pas la même croissance que toi, qui ne se développent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes résultats comme toi, qui n'ont pas la même percutance que tu as. Donc du coup, ça va les gêner. Ils vont voir en toi quelqu'un qui les menace, quelqu'un qui les gêne. Et du coup, si tu les gênes, tu penses qu'ils vont faire quoi? Ils vont te laisser faire. Ils vont te laisser progresser comme ça. Ils vont te laisser partir, ils vont te laisser détruire leur activité. Parce que si ton business fonctionne, ça veut forcément dire que ton business est en train de gêner le business de quelqu'un. Parce que je prends un exemple. Supposons que tu lances un produit comme Joka, que nous avons lancé dernièrement, les chips de banane plantain. Et qu'en 2 ans, tu commences à avoir un impact national, mondial. Tu commences à grappiller des parts de marché très importantes. Tout le monde veut consommer ton produit. Tu penses que ceux qui faisaient des produits similaires avant toi sont contents? Ils vont te laisser faire. Ils vont te laisser prendre les parts de marché qui étaient les leurs et te laisser comme ça partir avec. Ça veut dire qu'ils vont te laisser diminuer leur chiffre d'affaires et ainsi donc amputer leur capacité eux aussi à croître parce que les parts de marché, ça représente 100%. Avant que tu ne te lances, il y a des gens qui prenaient tous les 100% là. Maintenant, toi, tu es venu, tu as pris 10%. Ça veut dire que tu as réduit 10% sur les 100%. Donc, tout le monde qui était là avant toi est en train de perdre 10% de manière globale. Mais sauf que tu es performant, tu passes à 15%, 20%, 30%. Il ne reste que 70% que les autres doivent se partager, alors qu'avant, ils avaient 100. Ça veut dire que ton développement, ta croissance, ta réussite est en train de gêner les gens. Et tu penses que les gens qui sont gênés là, ils vont te laisser faire. Ils vont te laisser progresser comme ça. Ils vont te laisser détruire leur business comme ça, sans souci, en te regardant, en souriant, en disant comment tu es très joli, comment tu es très intelligent, comment tu es très fort, tu es très beau, tu as un bon produit. Non. Ils vont se battre pour te détruire aussi. Parce que cela relève de leur suivi. Parce que ces entreprises-là sont portées par des entrepreneurs. Ces entrepreneurs-là, pour bâtir leur entreprise, ont dû constituer un capital. Ce capital-là est constitué sur la base de quoi? Parfois de leur épargne, parfois des prêts bancaires ou des institutions financières de manière globale, parfois de certaines subventions, parfois de certains actionnaires ou globalement des investisseurs. Donc il y a beaucoup de parties prenantes qui sont intégrées dans leur business. Ils ont des dettes aussi importantes qu'ils doivent rembourser parfois sous forme de traites et ces traites-là sont parfois payées grâce à leur chiffre d'affaires que tu viens de diminuer avec ton business. Donc du coup, ils n'arrivent plus facilement à payer leurs dettes. Ils n'arrivent plus facilement à assumer leurs engagements. Ils n'arrivent plus facilement à gagner autant d'argent comme avant, donc à pouvoir même assumer même leur train de vie. Et tu penses qu'ils vont te laisser faire? Non. Il y a certains qui vont te critiquer, qui vont te dénigrer, qui vont t'insulter, qui vont te calomnier, qui vont te diffamer. Il y a certains qui vont décider de prendre une partie de leur chiffre d'affaires pour donner aux médias, pour que les médias te détruisent. Il y a certaines personnes qui vont financer certaines femmes pour que ces femmes viennent te détruire. On en parlait dans le sexpionnage lors du dernier direct. Je pense que ceux qui ont payé pour bénéficier de cette offre ont pu la voir. Si vous n'avez pas pu la voir, vous écrivez en commentaire, je suis intéressé. Et nous allons vous contacter pour vous permettre d'en bénéficier. Et ils vont tout mettre en place pour te détruire. Tout ce qu'ils peuvent mettre en place, ils vont le faire. Et c'est à ce niveau que vous voyez maintenant que l'argent seul ne suffit pas. L'intelligence ne suffit plus. Le bon projet ne suffit plus. La bonne équipe ne suffit plus. Avoir beaucoup d'argent ne suffit plus seulement. Être riche ne suffit plus. Quand on arrive déjà à cette phase-là, tous ces éléments ne suffisent plus pour que tu puisses t'en sortir. Et c'est pour ça que, et là on est en train de parler de ceux qui ont réussi ou qui sont en train de réussir, c'est-à-dire ceux dont les projets ont déjà une certaine performance. Parce que tous ceux qui n'ont même pas pu atteindre ce niveau, ils sont déjà morts depuis. Ils ont déjà fait faillite. C'est déjà un échec dont je ne parle même pas d'eux. Donc je parle de l'échantillon qu'on a pris au départ. On a 100 entrepreneurs. Sur les 100, après 5 ans, 10 ans, il y a maximum 10 qui continuent d'entreprendre. Sur les 10, il y a maximum 2 qui réussissent à avoir un impact important. Et les 2 là vont faire face de manière brutale à une adversité incroyable.
parce qu'ils sont en train de gêner d'autres personnes. Et cette adversité-là, ce seront des coups bas de toute nature. Ce seront des diffamations, des critiques, des insultes, des calomnies, des dénigrements, tout ce que vous pouvez imaginer, ils vont faire face à ça. Et pour résister à ça, ce n'est plus seulement une question d'être intelligent. Ce n'est plus seulement une question d'avoir un bon projet, un bon produit, un bon service. Ce n'est plus seulement une question d'avoir les bonnes stratégies, d'avoir beaucoup d'argent. Non. C'est à ce niveau qu'il faut être résilient. Parce que si tu n'es pas résilient, tu disparais. Et être résilient ici ne veut pas forcément dire affronter l'obstacle de manière frontale. Comme je l'ai dit au début, parfois abandonner, c'est une manière d'être résilient aussi. Parfois faire un repli stratégique pour aller mieux réfléchir sur comment on va faire pour affronter l'obstacle à nouveau, c'est aussi une autre manière d'être résilient. Parfois aller s'associer à d'autres personnes tout aussi puissantes pour mieux affronter l'obstacle, c'est aussi une autre manière d'être résilient. Parfois s'associer à des personnes qui ont une compétence que tu n'as pas. Pour mieux affronter l'obstacle, c'est aussi être résilient. Parfois, contourner l'obstacle, c'est une manière d'être résilient. C'est une manière d'être résilient. Parfois, s'associer à celui qui veut te détruire pour qu'ensemble, vous puissiez créer un think tank et que vous puissiez contrôler dans le business ensemble pour qu'un n'essaye pas de vouloir détruire l'autre et qu'au final, vous vous retrouviez en train de tous perdre. C'est aussi ça, être résilient. Être résilient, c'est être sage et de comprendre que la bataille ici, ça ne sert à rien de la commencer parce qu'on va perdre. Parce qu'on n'est pas suffisamment préparé. C'est pour ça que vous allez voir que ceux qui contrôlent les parts de marché dans un business, la plupart des fois travaillent ensemble. Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas juste se combattre tout le temps. On va finir par disparaître nous tous. Parce que vous imaginez par exemple des entreprises qui font dans les télécommunications, qui contrôlent déjà peut-être 3 entreprises contrôlent 90% des parts de marché. Ces 3 entreprises seront obligées de travailler ensemble. C'est obligé. Parce que si elles ne travaillent pas ensemble, elles vont se détruire entre elles. Parce qu'une va essayer de détruire l'autre, l'autre va essayer de détruire l'autre. Et au final, elles vont tellement se combattre au point de se détruire toutes. Et perdre dans tout le marché. Donc du coup, parfois, ils sont obligés de se dire, ok, je sais que tu es fort, je sais que tu es compétent, je sais que tu es puissant. Au lieu de combattre et mourir. C'est comme aujourd'hui, moi je dis toujours qu'il n'y aura pas de 3e guerre mondiale. C'est impossible. Il ne peut pas avoir de 3e guerre mondiale. Il y aura des petites guerres. Quand je dis petite guerre, ce n'est pas pour simplifier la gravité de ce qui se produit pendant la guerre. Non, toute guerre est grave. Parce que pendant une guerre, les gens meurent. Pendant une guerre, les gens sont déplacés. Les gens perdent leur histoire, perdent leur vie. Donc, je ne néglige pas la guerre sur le plan de l'impact que cela pourrait avoir sur le plan micro, sur le plan macro. Mais je néglige cela sur le plan de l'impact global que cela a sur le monde, comme c'était le cas avec la première et la deuxième guerre mondiale. Pourquoi? C'est parce que les États qui commandent notre monde actuellement savent que nous tous, on va perdre s'il y a une guerre mondiale encore. Tout le monde va mourir. Ou du moins, plus de 90% de la population mondiale va mourir si actuellement il y a une guerre. Parce que chacun sait ce que l'autre a comme force. Parce que toi, tu as la bombe nucléaire, l'autre a la bombe nucléaire. Toi qui as la bombe nucléaire, tu as tes alliés. L'autre qui a la bombe nucléaire, il a aussi ses alliés. Vos différents alliés ont aussi la bombe nucléaire. Toi tu as l'argent, l'autre a l'argent. Tu as des alliés qui ont l'argent, l'autre a des alliés aussi qui ont l'argent. Toi tu contrôles le pétrole, l'autre contrôle le gaz. Toi tu contrôles peut-être le riz, l'autre contrôle peut-être le maïs. Toi tu contrôles peut-être le lait, l'autre contrôle peut-être les voitures. Vous allez faire la guerre comment? On ne peut pas faire la guerre mondiale, c'est incroyable. Ça sera... Tout le monde va mourir. Tout le monde. Parce que toi, tu vas envoyer ta bombe nucléaire sur un. Ce qui est sûr, ils ne vont pas tous mourir. Donc, comme tu vas envoyer ta bombe nucléaire et qu'ils ne vont pas tous mourir, ils vont aussi envoyer leur bombe nucléaire. Leurs alliés vont aussi envoyer leur bombe nucléaire. Tes alliés vont aussi... Bon, finalement, on va tous mourir. Donc, c'est pour ça que, quand on atteint un certain niveau de puissance, on devient posé. On commence à dire, bon, tu sais que je suis puissant, n'est-ce pas? Moi aussi, je sais que tu es puissant. Donc, on n'a pas d'intérêt à faire la guerre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de créer des accords, des conventions. On va seulement s'entendre. Désormais, sur tel sujet, voilà comment on s'entend. Peut-être on peut avoir certains discordants sur certains aspects, mais c'est micro. On peut parfois se faire des mini-guerres, peut-être sur Internet, les hackers, des trucs comme ça. On peut parfois avoir certains de nos alliés qui combattent entre eux et tout, mais dire qu'on va faire une guerre mondiale, nous tous, non, on ne peut pas le faire. Si on le fait, on va tous mourir. Dans le business, c'est la même chose.
Parfois, vous devez avoir le courage de rencontrer quelqu'un qui est dans le même secteur d'activité que vous et de lui dire, gars, on contrôle déjà le secteur d'activité. Ça ne sert à rien qu'on fasse la guerre, nous deux. Mettons-nous ensemble pour contrôler le business. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quand les entreprises atteignent déjà une certaine taille ou quand des personnes contrôlent déjà un certain secteur d'activité, ils s'harmonisent même sur la manière de fixer les prix. Ils ne sont pas cons comme nous. Parce que nous, parfois, on vient, on veut dire que non, on va tout détruire. Comme ils vendent à 1000 francs, moi, ils veulent vendre à 200. Comme ça, ils tuent le marché. Après, qui meurt? C'est toi qui meurs. Après, on entend qu'on t'a tué. Ou on entend que tu t'es tué ou qu'on t'a aidé à te tuer. Et qu'on est venu dans une chambre, on t'a vu avec une corde au cou. Mais c'est quelqu'un qui t'a aidé à mettre la corde sur ton cou. Parce que tu as voulu montrer que tu es trop fort, tu es trop intelligent, tu vas te battre, tu es plus sage que tout le monde. Non. Parfois, être sage, c'est comprendre que les autres sont puissants. Comme moi aussi, je suis puissant. Donc, on va s'associer pour qu'ensemble, on puisse contrôler les choses et que nous tous, nous puissions gagner. Parce que faire la guerre entre nous, ce n'est pas bénéfique. Donc, il faut arrêter de vouloir faire la guerre tout le temps. Être résilient, c'est aussi ça. Et là, je voulais donc introduire un aspect qui est très important. C'est la nature des chocs. Parce que je l'ai dit au début, être résilient, c'est être capable de résister face aux chocs. Et on a deux types de chocs. On a les chocs externes et on a les chocs internes. Je vais commencer par les chocs externes. Alors, le premier choc externe qu'on a, c'est l'environnement qu'on côtoie. Ça, c'est le premier choc externe. Ça veut dire les personnes avec qui tu chemines au quotidien. Qui sont tes proches? Qui sont tes amis? Qui sont tes collaborateurs? Qui sont tes associés? Qui sont tes investisseurs? Qui sont tes clients? C'est le premier facteur d'influence externe par qui les chocs peuvent venir. Quand je parle de choc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être avec un associé et vous vous séparez. C'est un choc. Tu peux être avec un collaborateur, vous vous séparez. Tu peux être avec un client et puis il y a un conflit entre vous, ça crée un choc. Donc, tous ceux qui sont autour de toi peuvent être des facteurs de choc dans ton business. On appelle ça des chocs externes, liés à ton cercle d'influence. Ça veut dire qu'il faut choisir de manière consciente et judicieuse les personnes qui t'entourent. Il faut pouvoir anticiper sur le type de choc qui pourrait survenir et comment tu vas t'y prendre pour pouvoir faire face à ces chocs-là. Parce que si tu ne prends pas cela en compte pour te préparer, tu es terminé. Ils vont te détruire. Parce que j'ai envie de prendre un exemple. Parce que dans ce contexte-là qui comporte les personnes qui sont externes à ton activité. Et quand je dis externe, ce n'est pas seulement externe de manière proche, parce que là j'ai cité juste des personnes qui sont dans ton cercle d'influence proche, mais je peux citer le cercle d'influence plus large. Ça veut dire que tes concurrents sont aussi dans ton cercle d'influence. Ce sont des contingences externes de ton business. Toute personne qui est confrontée directement ou indirectement à ton entreprise ou à ta personne physique fait partie de ton cercle d'influence. Même ton pays, c'est ton cercle d'influence. Les habitants de ton quartier, de ta ville, ce sont des personnes qui font partie de ton cercle d'influence. Ça veut dire quoi? Si les gens t'insultent, comment tu fais? Tu as créé une entreprise, tu gagnes beaucoup d'argent, tu es en train de progresser, ton business fonctionne très bien. Mais, par exemple, sur Internet, les gens t'insultent. Les gens te dénigrent. Les gens te calomnient. Les gens te diffament. Qu'est-ce que tu fais? Parce que cela a une influence sur ton business. C'est un choc. Comment tu fais pour résister à ce choc-là? Parce que là, ce n'est plus seulement une question d'argent, une question d'être intelligent, une question d'avoir le bon projet. Là, on est en train de te toucher émotionnellement. Et on voudrait te détruire émotionnellement afin que tu ne puisses plus être capable de gérer tes projets. Et on te détruit donc de l'intérieur grâce à des chocs externes liés à des insultes, à des calomnies, à des dénigrements, à des sabotages. Comment tu fais? Tu dois te préparer à ça. Tu ne peux pas dire que non, vraiment. Et je suis souvent des personnes qui disent non, moi je suis discret, moi je n'aime pas les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'être discret, il n'y a pas question d'être discret. Parce qu'on peut te dénigrer en dénigrant tes produits. Je prends un exemple, tu peux être discret. Tu n'es même pas sur les réseaux sociaux. Tu mets un produit sur le marché. Sauf que ton produit, il est sur le marché. Ton produit, il est de bonne qualité. Vraiment, tout le monde adore ton produit. Sauf que tes concurrents voient en ton produit un danger. Tes concurrents peuvent saboter ton produit. Tes concurrents peuvent prendre ton produit, faire des vidéos fake sur Internet en disant qu'il y a des personnes qui ont consommé ton produit et qui en sont décédées
parce que ton produit est contaminé, tu vas faire comment? Parce que ça, c'est un choc externe. Ça veut dire qu'il y a des personnes et ils seront contents comme tu n'es pas sur Internet. Parce que comme tu es discret là, ils vont donc faire du sale sans toi. Ce sera parfait. C'est maintenant là où tu vas commencer à venir sur Internet et dire non, ils sont en train de mentir, machin et tout. Mais sauf que tu vas venir dans un game où personne ne te connaît. Tu n'as jamais voulu être là. Peut-être tu vas dire que tu as recruté des experts en communication qui vont venir. Mais là, c'est une guerre qui est émotionnelle. C'est une autre forme de guerre qui est même parfois spirituelle. Est-ce que tu es préparé à ça? Est-ce que tu es préparé? Tu dois te préparer à ça. Il n'y a pas question d'être discret. Du moment où tu fais les affaires, ça veut dire que tu proposes des produits. Tes produits ne sont pas discrets. Tu proposes tes services ne sont pas discrets. Peut-être c'est toi physiquement qui es discret parce que tu ne veux pas qu'on te voit. Mais on voit tes produits. Et si on touche à tes produits, on a touché à toi d'une manière ou d'une autre parce que tes produits, c'est un peu une extension de toi. Donc, dans un monde qui est global comme le nôtre aujourd'hui, il n'y a plus question de dire que tu es discret. Surtout si tu fais dans les affaires. Tu dois trouver un moyen de pouvoir contrôler tous ces différents indicateurs-là. Je vais prendre un autre paramètre externe qui a l'air banal mais qui est très important. Quel est le type de musique que vous écoutez? Parce qu'on a l'impression que c'est banal mais ce n'est pas banal. Le type de musique que vous écoutez a une influence sur votre capacité à faire face à des chocs. Et quand je parle de musique, c'est un paramètre qui est externe. Ça fait partie des chocs externes. Ou alors, de quoi peuvent partir certains chocs externes. Parce qu'au quotidien, parfois, vous écoutez de la musique de manière banale. Comme si la musique n'a pas une influence sur vous. La musique a une influence profonde sur vos capacités, sur votre attitude, sur votre comportement, sur vos émotions, sur votre capacité à faire face à l'adversité. La musique joue un rôle très important. Donc du coup, si vous écoutez une musique qui ne vous permet pas d'être quelqu'un de résistant face à certains obstacles, ce sera très très difficile pour vous. Parce que cette musique-là émet des vibrations en vous et permet à vos organes de sens et surtout à vos émotions de se préparer de manière beaucoup plus agressive pour faire face à certains chocs auxquels vous auriez été doux. Il y a des cas de figure où il ne faut pas être doux. Ou être doux, c'est une preuve de faiblesse. Et si tu fais preuve de faiblesse dans les affaires, on t'abat. Nous ne sommes pas à l'église. Dans les affaires, si on te gifle sur la joue gauche, tu te donnes un coup de poing ou tu tires sur lui, meurt. Il n'y a pas de tendre la deuxième joue. Il n'y a pas question. Parce que si tu es dans le mood où on te gifle, tu dis non, vraiment, je n'aime pas les problèmes, vraiment, je m'excuse. Ah, si les gens te giflent et tu fuis, ou tu dis que tu t'excuses dans les affaires, ça veut dire qu'ils ont trouvé comment te détruire, en fait. C'est fini. Comment tu vas faire? Ils vont seulement te détruire. Parce qu'ils vont maintenant te gifler en rien. C'est-à-dire que quand ils giflent, tu dis, oh, pardon, je m'excuse. Il dit, hey, il s'excuse. Il gifle encore pour voir si tu vas t'excuser. Si tu t'excuses encore, ouf. Ça devient comme la comédie. Ils vont commencer à jouer le tam-tam sur ta joue. Bam, bam, tout le temps. Et chaque fois qu'il gifle, tu t'excuses. Il gifle, tu t'excuses. Sauf qu'à partir d'un certain moment, la gifle là, ça provoque aussi des... C'est brutal d'abord parce que la gifle, elle est physique. Elle entraîne un traumatisme en fonction de l'intensité de la gifle. Ça peut déplacer ton cerveau. Ça peut même entraîner des lésions cérébrales en fonction de la puissance de la gifle. Après, s'ils se rendent compte que la gifle ne te fait plus trop réagir, prennent ta tête et cognent au mur. Après, ils voient, tu ne réagis pas, ils cognent plus fort. Tu ne réagis pas, ils cognent encore plus fort. Après, ils disent que bon, ok, comme on cogne sa tête au mur, il ne réagit pas là, bon, on va passer à quelque chose de plus puissant encore. Il prend le feu, il allume sur ta main. Ils vont passer toujours une intensité plus forte. S'ils se rendent compte que tu ne réagis pas, que tu ne fais rien. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dois être handicapé émotionnellement. Et pour être handicapé émotionnellement, la musique aussi joue un rôle important. Je vais montrer d'autres paramètres qui jouent un rôle important, mais cette fois, ce seront dans les chocs internes. Mais la musique, tu ne peux pas écouter n'importe quelle forme de musique quand tu fais les affaires, surtout en fonction du secteur d'activité. La musique que tu écoutes, bien sûr, tu peux écouter n'importe quelle musique, forcément. Mais en termes de proportion, il faut que tu écoutes des musiques qui te permettent d'être résilient, qui te permettent de faire ressortir ton côté combatif, ton côté de celui qui ne se laisse pas faire face à certains types d'abus. Sinon, tu es foutu, sinon on va te détruire. Donc, au quotidien, il y a des musiques spéciales à écouter. Dans l'offre que je vais vous présenter à la fin du direct,
je vais vous donner une playlist de ces musiques que vous pourriez écouter. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous écrivez juste « Je suis intéressé » ou vous contactez les différents numéros que j'ai laissés en commentaire ou les liens. Et ça va permettre à ce qu'on puisse vous contacter pour vous permettre de bénéficier de cette offre-là. Et quand vous allez bénéficier de l'offre, je vais vous donner une playlist du type de musique que vous devriez pouvoir écouter régulièrement pour que ça puisse créer en vous cette résilience-là qui va permettre de pouvoir faire face beaucoup plus facilement à des chocs qui sont externes. Donc, l'autre élément important, ce sont les informations que vous consommez. Là, il faut faire très attention. Le type d'information que vous consommez a une influence majeure sur votre capacité à faire face à des obstacles. N'écoutez pas n'importe quel type d'information. Ne suivez pas n'importe qui. Rassurez-vous que vous faites entrer dans votre cerveau des informations qui ne représentent pas la poubelle. Ne mettez pas la poubelle dans votre cerveau, qui lorsqu'il va falloir réagir de manière efficace, cette poubelle aura tellement empoisonné vos neurones que vous ne seriez pas capable de pouvoir comprendre même quelles sont les actions qu'il faut poser. Donc même le type de personne à suivre, le type d'information à suivre, c'est très, très, très important. Donc ça, ce sont des recommandations que je vais vous donner aussi en fonction de votre secteur d'activité. Je vais vous montrer les personnes que vous pourriez suivre, le type d'information auquel vous devez être confronté assez régulièrement. Même si au début vous ne comprenez pas, ce n'est pas important, mais vous devez être confronté à ce type d'information-là. Parce que c'est votre esprit qu'on veut toucher lorsqu'on veut vous détruire sur la base de votre résilience qui est faible. Ce n'est pas une question d'argent. Ils savent que sur le plan de l'argent, vous avez de l'argent. Vous êtes très intelligent. Vous avez un bon projet, vous avez déjà une certaine réussite. Maintenant, on veut vous détruire sur un aspect que vous avez négligé. Ça veut dire qu'on veut partir de votre esprit pour vous détruire de l'intérieur, pour que ce soit vous-même qui puissiez détruire le reste. Parce que vous êtes faible sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Donc on va jouer sur tout ce qui est immatériel. Et là on l'a déjà vu dans le côté spirituel du monde des affaires. J'en ai parlé dans un autre direct. Il y a même une offre que j'ai eu à faire par rapport à ça. Vous pourriez toujours aussi en bénéficier si vous n'avez pas suivi ce direct là. Donc il y a un type d'information que vous devez pouvoir consommer au quotidien. Et je vais vous recommander un certain type d'information en fonction de votre secteur d'activité pour ceux qui vont bénéficier de cette offre là. Maintenant je vais entrer dans ce qu'on appelle les chocs internes. Quand je parle de choc interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des aspects à l'intérieur de vous que vous devez pouvoir contrôler. Et des chocs peuvent provenir de ces aspects-là. Il faudrait que vous puissiez contrôler ces paramètres internes-là, ou plutôt ces déterminants, pour pouvoir faire face de manière beaucoup plus efficace à ces chocs et avoir donc une résilience interne qui est plus réactive. La première chose, c'est l'identité. Votre identité. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai suffisamment parlé dans le direct où je parlais de la spiritualité dans le monde des affaires et avec l'offre que j'ai présentée dessus. Donc je ne vais pas entrer en détail dessus, mais c'est un déterminant de votre organisme, très simplement, et qui a une influence sur votre capacité à résister aux chocs internes. Il y a l'identité. Le deuxième élément, c'est la spiritualité, forcément, parce que je vous ai dit, à ce niveau, ça devient spirituel. Parce qu'on peut vous attaquer spirituellement. Ne pensez pas que les affaires, c'est juste, je prends mon produit, je vends, j'ai les bénéfices, j'épargne. Non, le business, c'est spirituel aussi. Est-ce qu'une idée, on peut la toucher? Est-ce qu'on peut toucher tes émotions? Est-ce qu'on peut toucher tes frustrations? Est-ce qu'on peut toucher tes peurs? Il y a beaucoup d'aspects qui te constituent qu'on ne peut pas toucher, qui sont immatériels, pourtant qui ont une influence sur ton corps, sur le côté matériel, sur ta matière. Et c'est ces aspects-là qu'on veut pouvoir te détruire. Donc on va jouer sur des aspects spirituels pour te détruire. Donc il faut se préparer même spirituellement. Et j'en parle suffisamment dans le direct sur la spiritualité dans le monde des affaires, qui est disponible sur la page. Vous pouvez regarder dans les vidéos. Ou alors tout simplement, si vous souhaitez bénéficier de l'offre que j'ai eu à faire durant ce direct, qui est beaucoup plus approfondie, vous pourriez contacter les mêmes numéros en commentaire. Un autre aspect qui est très important, c'est de passer du temps avec vous-même. Vous ne devez pas passer une journée sans passer au moins 1 ou 2 heures de temps avec vous-même. Passer 1 ou 2 heures de temps avec vous-même, ça veut dire que vous vous donnez rendez-vous à vous-même. Vous vous asseyez et vous discutez avec vous-même. Vous passez du temps avec vous. Vous vous occupez de vous-même. Vous écoutez au plus profond de vous vos émotions, vos frustrations. Vous faites de la méditation. Vous vous hydratez. Vous essayez de comprendre qui vous êtes. Vous essayez de voir au plus profond de vous
vos failles, vos forces et comment est-ce que vous pouvez faire pour renforcer vos forces au lieu de passer du temps à vouloir corriger vos failles parce que c'est une faute qui ne vous rendra pas plus performant. Donc, tous ceux qui vont bénéficier de l'offre que je vais présenter à la fin du direct, je vais vous donner des techniques de méditation que vous pourriez appliquer. Comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que vous devez pouvoir procéder pour être efficace? Vous devez méditer tous les jours. Parce que tous les jours, vous allez être attaqué. Physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et quelqu'un qui ne se connaît pas ne peut pas faire face à ce type d'attaque. Parce que vous vous attendez à ce qu'on vous attaque sur les aspects où vous êtes fort. Non, les autres ne sont pas cons. Vous avez beaucoup d'argent, ils ne vont pas vous attaquer dessus. Vous êtes très intelligent, ils ne vont pas vous attaquer dessus. Vous avez un bon projet, ils ne vont pas vous attaquer dessus. Vous avez une bonne équipe, ils ne vont pas vous attaquer dessus. Ils vont vous attaquer où vous êtes faible. Et ils vont analyser pour voir où vous êtes faible. Et s'ils se rendent compte que vous êtes faible spirituellement, c'est là-bas où ils vont gifler tout le temps. Ils vont vous gifler de manière spirituelle. À un moment donné, vous allez avoir l'impression que vous devenez fou. Donc du coup, ils vont vous déstabiliser spirituellement pour que vous-même, vous puissiez détruire tout ce que vous avez bâti par vous-même. Et ça va vous donner l'impression que c'est vous qui n'arrivez plus à avoir du contrôle sur ce que vous faites, alors qu'en fait, c'est eux qui vous contrôlent spirituellement. Donc, vous ne pouvez pas être naïf sur ces différents aspects. Le détachement, ce sont des choses que vous devriez pouvoir apprendre. L'hygiène de vie. Parce que tout cela a une influence sur vous, votre façon de vous alimenter, l'activité physique que vous devez mener, votre état de santé, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas vous amuser avec votre état de santé, parce que ce sont des aspects sur lesquels on peut vous détruire aussi. Donc ça, ce sont des déterminants qui sont fondamentaux, que vous devriez pouvoir prendre en compte aussi. Parce que si vous ne le faites pas, comment vous allez donc être capable de pouvoir transformer chacun de vos échecs en opportunités de réussite? Parce que les échecs, c'est le quotidien de tout entrepreneur. Moi, je ne connais pas un entrepreneur qui ne fait pas face aux échecs. Si vous me suivez régulièrement sur ma page, je parle régulièrement de mes échecs, de nos échecs. Je parle des tontines qu'on a bouffées. Je parle des poteaux qu'on a tapés dans tellement de projets. Et je fais de l'autodérision assez régulièrement. Et beaucoup de personnes s'en moquent en disant vraiment, donc tu bavardes tous les jours et puis tu peux aussi échouer. Je dis que oui, il n'y a pas de problème, non, j'échoue. Peut-être vous n'échouez pas, mais moi j'échoue. Et moi je côtoie beaucoup d'entrepreneurs au quotidien qui échouent aussi régulièrement. Donc peut-être vous n'êtes pas dans la même réalité que nous. Peut-être vous, quand vous faites vos projets, ça fonctionne toujours, je ne sais pas. Mais moi j'avoue que j'échoue. Mais sauf que je tire des leçons de mes échecs. Sauf que je côtoie beaucoup de personnes qui échouent au quotidien et j'essaie de tirer aussi les leçons de leurs échecs pour pouvoir m'améliorer. Et s'améliorer ne veut pas dire que tu ne vas pas échouer. Tu vas toujours continuer d'échouer. Et c'est parce qu'on échoue tout le temps qu'on doit donc développer une résilience plus forte. Puisqu'on va toujours échouer. Sauf qu'un échec s'associe à un drame spirituel, un drame émotionnel. Quand tu échoues parfois, tu as l'impression que c'est toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait. Quand tu échoues, parfois, tu te dis que c'est parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Ça te trouble émotionnellement. Quand tu échoues, parfois, tu te dis que je n'ai pas été au niveau sur le plan intellectuel. Ça te trouble émotionnellement. Quand tu échoues, parfois, tu te dis c'est parce que je n'avais pas une bonne équipe. Ça te trouble émotionnellement. Quand tu échoues, tu essaies de trouver un justificatif à ton échec qui provient parfois de toi, ce qu'on appelle des causes intrinsèques, ou qui provient de l'extérieur, ce qu'on appelle des causes extrinsèques, ou alors qui provient des deux, ce qu'on appelle des causes mixtes. Donc, tu essaies toujours de justifier cela, mais sauf que ça te laisse avec des séquelles émotionnelles. Ça te laisse avec un drame sur le plan spirituel. Être résilient, c'est donc être capable de faire face à ce drame-là et de pouvoir toujours te détacher de cela, de comprendre qu'en réalité, tu dois apprendre de ces situations-là pour pouvoir toujours continuer d'exceller, même si tu vas le faire dans d'autres secteurs d'activité. Sauf que cela demande une maîtrise de soi qui est parfaite. Comment tu peux le faire si tu ne te maîtrises pas, si tu ne médites pas, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne comprends pas le pouvoir spirituel que tu as et comment le développer, si tu ne travailles pas sur les contingences externes qui sont autour de toi, tu ne pourras jamais transformer ces échecs en des opportunités de réussite. Chaque échec viendra tout simplement te détruire davantage au point où tu ne seras même plus capable de mener un projet. Moi, dernièrement, j'ai un ami, mais je ne peux pas le citer, mais quand il va suivre ce direct, il va savoir de qui il s'agit. C'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est un docteur même d'ailleurs, en physique. Et on discute assez régulièrement. Et qui, il y a de cela quelques mois, a pété les plombs sur les réseaux sociaux en disant vraiment,
Moi, je suis ici tous les jours. Je partage avec vous mon intelligence. Je partage avec vous mon savoir-faire. Moi, je venais pour vous apporter, voilà, mon expertise. Mais je me rends compte que tous les jours, vous m'insultez. Tous les jours, vous me calomniez. Tous les jours, dans les commentaires, c'est toujours des personnes qui s'attaquent à moi, qui s'attaquent à mon physique, qui s'attaquent à ma famille, qui s'attaquent à tout. Vraiment, j'ai décidé d'arrêter. Vraiment, c'est mon dernier jour sur les réseaux sociaux. Je m'en vais et tout. Et quand j'ai lu ça, je comprenais sa peine. Parce qu'en fait, ça fait mal quand on n'est pas préparé. Ça fait très mal. Il y a des commentaires qui peuvent vous détruire si vous n'êtes pas préparé. Vous savez que vous vous connectez sur Internet comme ça. Vous étiez bien, vous étiez content, vous venez de manger, vous avez passé une très bonne nuit, vous venez de faire l'amour, vous êtes nickel, vous avez même gagné beaucoup d'argent. Vous vous connectez sur Internet en étant tout souriant là. Oh, vraiment, la journée se passe bien. Vous avez fait une publication le matin et quand vous ouvrez un commentaire, bam! C'est comme si votre cœur s'arrête. Un commentaire enlève toute la joie là en vous. Vous déposez le téléphone, vous vous mettez comme ça, comme un Seigneur. Comment quelqu'un peut dire ça? Comment quelqu'un peut faire ça, Seigneur? Est-ce que c'est bien? Vous vous connectez sur Internet, quelqu'un a pris votre image. Il crée une ironie avec. Il publie. Il dit que ce gars, c'est un escroc. Ce gars, c'est un bandit. C'est un gars qui vend des rêves, des illusions. C'est un prestidigitateur. Il faut vous méfier de lui, il tue les gens. Quand vous venez en commenter, vous voyez les gens qui disent « Mais je vous dis ça depuis 10 ans, non, vous ne voulez pas m'écouter. » C'est des gars qui boivent le sang. J'ai un cousin qui travaillait dans son entreprise, il me disait que chaque soir à 19h, il buvait le sang. Les gens disent que, hey, ton cousin aussi, moi-même j'ai mon oncle là, qui est à Bafoussam, il m'avait dit ça, 15 jours ils se sont rencontrés, il lui a proposé de boire du sang, mais mon oncle là se m'enfuit. Vous lisez ça. Il y a au moins 1500 commentaires comme ça. Et pendant qu'il est en train de dire ça, il y a quelqu'un d'autre qui prend ça, il publie aussi sur sa page. Il dit que je vous avais bien dit. Quand on vous dit de faire attention aux gens qui sont sur Internet là, vous continuez toujours. Voilà ça que ça sort déjà. Ça sort. C'est que j'ai dit depuis. Aujourd'hui ça sort. Vous avez enfin décidé de m'écouter. Tu vas encore là-bas. 1600 commentaires. Les gens disent oui, c'est les arnaqueurs, non? On vous dit ça depuis, non? Vous ne voulez pas comprendre quoi. Bon, un jeune comme ça, il a pris l'argent où? Il vous parle de SM depuis. Il vous parle de Njoka. Vous-même, quand vous voyez une Njoka là, un produit qu'on vend dans plus de 30 pays, un enfant comme lui là, il a pris ça où? Il a fait comment? C'est les voleurs. C'est les gars qui sont dans les sectes. Vous connaissez tout? À tout là, il y a des loges là-bas. C'est là-bas où ils sont logés. Vous lisez 5 commentaires comme ça. Vous arrêtez l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes ici que si vous aviez lu ça, c'est que vous avez arrêté l'entrepreneuriat depuis. Vous allez dire que si c'est ça l'entrepreneuriat, c'est mieux d'arrêter. C'est mieux. Il ne continue plus. Il ne continue plus. On ne peut pas détruire quelqu'un comme ça. Sauf que on ne pleure pas. Parce que c'est là où vous allez comprendre. Chacun va comprendre au plus profond de lui certaines phrases que je dis souvent. Et quand je dis ça, les gens disent, oh, tu vas trop, machin, je veux machin. Il n'y a pas de souci. Vous allez lancer un projet un jour. Un jour, vous allez prendre votre argent, vous allez lancer un projet. Un jour, vous allez prendre l'argent des gens. Comme on me dit souvent, l'argent des gens. Vous allez prendre l'argent des gens. Puisque si vous lancez un projet et que le projet se développe, tôt ou tard, vous allez avoir besoin de l'argent des gens pour que ça se développe. L'argent des gens s'appelle la banque. Parce que la banque, ce n'est pas son argent. La banque, c'est toujours l'argent des gens, non, qui sont venus épargner à la banque. Un jour, vous allez faire référence à, je sais pas, peut-être quelqu'un de votre famille ou des investisseurs ou tout autre. C'est toujours l'argent des gens. Et quand vous allez taper poteau, vous allez mieux comprendre ce que je dis souvent. Comme vous disiez souvent avant que je bavarde beaucoup, maintenant, ça va mieux résonner au plus profond de vous ce que je suis en train d'expliquer là. Pour le moment, pour ceux qui n'entreprennent pas, ce que je dis, ça ne vous concerne pas. Vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas. Parce que, en fait, ça ne fait pas partie de vos réalités, en fait. Vous vivez votre vie au calme, c'est tranquille. Donc, du coup, vous êtes là. Bon, pour Claudel, là, c'est un gars, il bavate trop. Chaque jour, il est sur les il bavate. Mon frère, je suis en train de me battre pour gagner ma vie. Toi, tu dis que moi, je suis en train de gagner ma vie.
Tu es en train de sauver ma vie. Mais le jour où vous allez lancer un projet, ceux qui ont déjà lancé au moins un projet, ils comprennent ce que je suis en train de dire là. Ils comprennent ça. On ne va pas vous lâcher. La guerre sera physique. Elle sera spirituelle. Elle sera émotionnelle. Elle sera matérielle. Elle sera dans toutes les dimensions. Si quelqu'un vous attaque sur une dimension, il voit que vous êtes préparé, il attaque l'autre dimension. Vous êtes préparé, il attaque l'autre. Il va chercher autant de manières de vous détruire jusqu'à il va trouver. Et si vous n'êtes pas résilient et que vous n'êtes pas préparé sur le plan de vos chocs internes et externes, vous allez disparaître tout simplement. Moi, quand je commençais à entreprendre, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, nous étions nombreux. Les autres qui ont arrêté, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que non. Il y a certains parmi eux, quand ils parlaient, je m'assois et je note. Parce qu'ils sont trop intelligents. Il y a certains qui avaient trop d'argent. Donc, quand ils avaient une idée, je m'asseyais que, mon frère, tu as trop d'argent, il faut que je vois aussi comment on fait. Il y a certains qui avaient des projets parfaits, très bien rédigés. Quand ils te présentent ton projet, tu as l'impression que toi, tu n'as pas de projet. Parce que tellement c'est bien pensé, bien conçu. Et non seulement c'est bien rédigé, il est très intelligent, il a beaucoup d'argent, il a une bonne équipe. Tu sais que tu es perdu d'avance. Tu sais que tu ne comprends même rien au business. Mais après 1 an, 2 ans, tu vois qu'il a abandonné. Tu vois qu'il a fait faillite. Tu vois qu'il a jeté l'éponge. Tu vois qu'il ne veut même plus qu'on lui parle d'entrepreneuriat. Et quand tu causes avec lui, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il manquait d'argent. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas intelligent. Ce n'est pas parce qu'il ne travaillait pas suffisamment. Ce n'est pas parce que son projet n'était pas de qualité. C'est parce que parfois, spirituellement, il n'était pas préparé. C'est parce que parfois, émotionnellement, il n'était pas préparé. Du coup, sur le plan des chocs externes, ou même parfois internes, qui touchaient ces dimensions de son être, il n'était pas préparé. Donc du coup, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il a abandonné. Il n'en pouvait plus. Il a craqué. Certains sont devenus fous. Et quand je dis fou, c'est juste pour utiliser l'expression populaire, mais je peux aller plus précisément avec des termes psychiatriques comme schizophrène. Certains sont devenus bipolaires. Certains sont morts même. L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Lorsque je parle de son identité, lorsque je parle d'effectuer un projet qui est en alignement avec votre identité, on en a parlé lorsque je développais le thème sur la spiritualité, c'est très important. Moi, j'ai travaillé toutes ces dimensions. Et j'ai donc décidé de partager mon expérience avec toutes les personnes qui souhaitent en bénéficier. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Vous avez Internet, vous pouvez vous documenter sur Internet, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont dans votre environnement, qui peuvent aussi vous permettre de progresser dans ces différentes dimensions. Mais si vous estimez que moi j'ai quelque chose à vous apporter, si ce direct vous a apporté certaines compétences sur ce point, parce que je ne peux pas aller en profondeur, le direct ne fait que 2 ans, on est déjà presque à la fin. S'il y a des personnes qui veulent aller en profondeur, qui veulent que je puisse traiter de manière spécifique leur cas, qui veulent pouvoir me présenter de manière détailler leur situation actuelle afin que je puisse leur recommander des astuces pour pouvoir être beaucoup plus résilients dans leurs différents secteurs d'activité. J'ai donc conçu une offre qui est exclusivement dédiée à ces personnes-là. Et dans cette offre, il y a uniquement 2 choses que je vais mettre à votre disposition. La première chose, c'est que pendant 7 jours, nous allons échanger. Ça veut dire que je vais vous donner mon contact. Nous allons échanger pendant 7 jours. Vous aurez la possibilité de me poser toutes les questions que vous voulez. Et cela pendant 7 jours. Que ce soit votre projet sur lequel on pourra discuter, que ce soit vous-même en tant que personne, que ce soit les difficultés auxquelles vous faites face pour que je puisse travailler avec vous et vous permettre d'être résilient. Parce que j'aime toujours dire, je suis le président des tontines, peut-être de l'Afrique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà bouffé autant de tontines que moi. En tout cas, même si je ne suis pas le meilleur, je suis parmi les 3 premiers. Et j'en suis toujours fier parce que on est préparé à affronter tout cela. Et je voudrais aussi que vous puissiez vous préparer parce que vous n'allez pas y échapper. Si vous avez un projet, ça va arriver. Si vous êtes déjà entrepreneur, peut-être c'est même déjà arrivé. Ou ça va forcément arriver tôt ou tard. Et il ne faut pas que ça arrive avant que vous puissiez commencer à vous préparer. Parce que ce sera directement fatal.
Donc, vous devez vous préparer avant. Comme quand on construit des véhicules, on met la ceinture de sécurité. Ce n'est pas après l'accident qu'on met la ceinture, les airbags, non. On met la ceinture de sécurité dans une voiture, on met les airbags. En se disant, si il y a un accident, ces airbags et cette ceinture vont vous protéger. Est-ce que vous avez un airbag spirituel? Est-ce que vous avez une ceinture émotionnelle qui vous protège face à toute la violence auquel vous allez faire face du fait de votre projet? Et ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs. Parce que vous pouvez être salarié, vous avez un niveau social qui s'élève et vous faites face à la même chose. Est-ce qu'on insulte seulement les riches? On insulte les pauvres aussi. On attaque aussi les pauvres spirituellement. Donc, ne dites pas que, bon, comme moi je suis pauvre, ça ne me concerne pas. Ou comme moi je suis seulement salarié, ça ne me concerne pas, c'est seulement pour les entrepreneurs. Non, ça concerne tout le monde. Donc là, l'offre comporte donc cet entretien que nous allons avoir pendant 7 jours, dans une semaine. Nous allons discuter, vous allez me poser toutes les questions que vous avez, même les plus tabous, parce que parfois, on peut vous toucher sur le plan sexuel même aussi, ça peut arriver, et je suis médecin avant tout. Donc même si c'est un problème purement médical, on pourra en discuter pour que je puisse vous apporter des éléments de réponse qui vont vous permettre de pouvoir vous améliorer. Et le deuxième élément de l'offre, c'est mon coffret VIP. Je pense que vous le connaissez déjà. C'est ce coffret-là dans lequel vous avez un ensemble de contenus exclusifs que j'ai préparé pour vous, notamment des formations vidéo, des présentations de projets, des reportages et beaucoup d'autres éléments dont ont besoin tout entrepreneur, que ce soit avant de vous lancer, pendant le lancement ou dans la phase de croissance de votre projet. Donc, vous bénéficiez de manière récapitulative d'un entretien d'une semaine que nous allons avoir. Et la deuxième chose dont vous bénéficiez, c'est le coffret VIP. Donc, vous allez l'avoir en version électronique si vous êtes à l'extérieur du Cameroun. Et vous allez l'avoir en version physique si vous résidez au Cameroun et que vous avez la possibilité de venir le récupérer dans nos différents sièges, soit de Yaoundé, soit de Douala. Et vous pouvez aussi le récupérer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans notre siège qui est situé à Cocody. Donc, cette offre va coûter 50 000 francs ou 100 euros pour les personnes qui sont à l'extérieur du Cameroun, sauf qu'elle n'est valable que pendant 2 jours. Ça veut dire que c'est une offre qui va expirer le mardi 30 janvier 2024. Donc, après le mardi 30 janvier 2024, cette offre ne sera plus valable parce que pour vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que ce que je viens de présenter ne vaut pas le prix que j'ai donné, mais je le fais uniquement pour vous qui avez décidé de suivre le direct jusqu'à la fin. Donc, pour bénéficier de cette offre qui comporte une semaine de discussions privées que nous allons avoir et un coffret VIP, physique ou électronique, en fonction de l'endroit du monde où vous vous trouvez, le tout à 50 000 francs ou à 100 euros, vous avez une seule chose à faire. Vous écrivez en commentaire « Je suis intéressé » ou alors « Je souhaite bénéficier de l'offre » ou alors vous allez voir des numéros de téléphone en commentaire. Vous contactez un de ces numéros ou vous cliquez sur un lien qui va vous conduire vers un numéro WhatsApp ou vous remplissez un formulaire que nous avons laissé en commentaire, ou vous pouvez nous contacter en inbox. Et quand vous nous contactez en inbox, vous vous présentez et vous donnez votre numéro et vous précisez que vous souhaitez bénéficier de l'offre. Comme ça, ça nous permet de vous contacter immédiatement. Ou alors, vous pouvez tout simplement contacter l'une des personnes de notre équipe qui a déjà eu à vous contacter pour que vous puissiez bénéficier d'un de nos produits ou d'un de nos services. Et cette personne pourra vous permettre de bénéficier immédiatement de cette offre. Ou en mieux, dès demain matin, vous pourriez passer dans l'un de nos sièges. Le siège de la Startup Academy à Abidjan en Côte d'Ivoire, le siège de la Startup Academy à Douala, à Yaoundé aussi, ou au siège du NSC. Donc si vous passez dans l'un de ces sièges aussi, vous pourriez aussi en bénéficier. Donc voilà ainsi présenté l'offre que j'avais à vous présenter pour ce soir. J'espère que pour ce thème, dont je vais rappeler à nouveau le titre qui était Résilience, on a fait la clé du succès. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. La vidéo va être laissée en ligne sur ma page pour que vous puissiez la contacter ou plutôt la consulter ultérieurement. Elle sera aussi diffusée sur notre chaîne YouTube Startup Academy 237 ce soir même à 22h30. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure pour un thème toujours aussi intéressant. N'hésitez pas à écrire en commentaire « Je suis intéressé » ou « Je veux bénéficier de l'offre » ou contacter l'un des numéros que nous avons laissés. Ou alors si vous souhaitez bénéficier même des offres que nous avons eu à présenter lors des précédents directs, peut-être parce que vous n'étiez pas connecté. Je parle là par exemple de l'offre sur la spiritualité dans le monde des affaires parce qu'on en a fait un thème uniquement dessus. On a fait un thème sur la sexualité dans le monde des affaires qui pourrait aussi peut-être vous intéresser. On a fait une offre sur vendre avec impact
comment faire pour avoir de l'impact lorsque vous êtes un vendeur concernant vos produits ou vos services. Ou alors, si vous souhaitez distribuer nos produits, j'ai parlé de Choco, qui est notre nouveau chocolat qui est sur le marché que vous pourriez distribuer. Vous écrivez juste « Je souhaite distribuer votre produit Choco », qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous trouvez, vous pourriez le distribuer. Si vous souhaitez distribuer les produits SM, distribuer les produits Joka ou tout autre produit ou service que propose la Startup Academy ou notre cabinet, le Scénic. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une très bonne semaine et on se donne rendez-vous très bientôt. J'espère que vous seriez très résilient dans vos différentes activités. Rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, pour un thème tout aussi intéressant.